Bonsoir à tous. Merci beaucoup de votre présence pour ce sujet important qui dépasse évidemment notre quartier. Merci à tous les intervenants qui sont arrivés. Donc nous allons avoir une séance de conseil de quartier un petit peu spéciale, puisqu'elle a une envergure nationale et internationale, mais nous allons voir les répercussions sur notre quartier et le quartier voisin, bien sûr. Donc, en premier lieu, nous allons avoir l'intervention de Madame Élise Lavielle, sous-préfète, directrice adjointe du cabinet du préfet de police. Ensuite, nous aurons peut-être quelques questions sur le sujet, qui est évidemment très important. Ensuite, Madame Hervieux sera présente pour répondre à un certain nombre de questions. Madame Hervieux, qui est responsable du cluster Paris Centre, de la délégation générale aux Jeux Olympiques et Paralympiques de la ville de Paris, et l'intervention de M. Nechad aussi sur les questions de sécurité, installation des enceintes sportives. Voilà. Et ensuite, là, nous aurons un certain nombre de questions. Et pour terminer, l'intervention de M. Fleureau, qui est chef de la division de la propreté du 15e pour tous les problèmes de propreté de notre arrondissement. Voilà, je passe la parole. Je crois que nous allons avoir beaucoup de questions. Alors, on va laisser les intervenants faire leurs exposés. Ensuite, on procédera comme d'habitude, en général, regrouper les questions 3 par 3. Voilà, donc je passe la parole à M. Semel. Merci beaucoup à tous les intervenants. Oui, merci Monsieur le Président. Donc, Jacques-Henri Semel, je suis l'adjoint au maire du 15e chargé du quartier Duplex La Motte-Piquet et aussi du quartier de Beaugrenelle. Donc je vais introduire très rapidement cette réunion en attendant l'arrivée de Monsieur Goujon qui est à l'hôtel de ville mais qui nous rejoint très rapidement. Donc merci d'abord de votre présence nombreuse ce soir. Merci à l'Office de tourisme de Paris qui nous accueille exceptionnellement dans ce bâtiment qui probablement deviendra d'ailleurs l'Office de tourisme de Paris après les Jeux Olympiques et après des travaux. Merci à tous les conseillers de quartier présents, donc Duplex, mais aussi Emerio Zola. Et puis évidemment, je salue tous les intervenants de la préfecture de police, de la ville de Paris, du comité d'organisation des Jeux Olympiques, pour leur participation à cette réunion assez exceptionnelle parce que des réunions d'information et de concertation ont eu lieu à l'échelle des arrondissements et notamment à la mairie du 15e il y a un mois, mais c'est la première fois, je crois, qu'une réunion se fait à l'échelle d'un quartier et notre quartier évidemment est concerné très directement par les Jeux Olympiques. Et enfin, je voudrais saluer tout spécialement donc, le commissaire Merchy, dont c'est la première apparition, puisque aujourd'hui même il a pris ses fonctions en remplacement du commissaire Vallot, commissaire central du 15e arrondissement que vous connaissez bien. Voilà, donc merci à tous. Les conseillers de quartier ont donc évidemment jugé absolument nécessaire de consacrer une séance entière de leur réunion à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques. Bon, pour plusieurs raisons. La première, évidemment, vous la connaissez, ce quartier est concerné par un grand nombre d'épreuves qui auront lieu, alors certes dans le 7e arrondissement sur le Champ de Mars, mais rien de ce qui se passe sur le Champ de Mars n'est étranger au 15e arrondissement, ou du moins au quartier Duplex. Donc soit dans l'enceinte de l'Arena Champ de Mars, qui est l'actuel Grand Palais éphémère, soit dans l'Arena Tour Eiffel, dont la construction a commencé, comme vous avez dû le voir ces jours-ci, sur l'avenue Joseph Bouvard. Il y aura bien sûr aussi les épreuves de marathon, la cérémonie d'ouverture, le relais de la flamme olympique qui concerneront notre quartier. Alors, du fait de toutes ces épreuves, eh bien, le quartier est presque entièrement englobé dans des périmètres de sécurité, qui va être présenté par la préfecture de police et Madame Lavielle en particulier dans quelques instants. Bien sûr, la mairie du 15e, depuis le début de la concertation sur ce dispositif, a été très attentive à ce qui est proposé, a formulé des propositions. Le maire en parlera certainement, afin que toutes les situations puissent être anticipées autant que possible. Les livraisons, les soins à domicile, les déménagements, enfin tout ce qui peut évidemment affecter concerner la vie du quartier pendant cette période.
Et enfin, je voudrais signaler, à la différence d'autres quartiers, comme le quartier de la Porte de Versailles, qui va aussi vivre au rythme des Jeux Olympiques pendant quelques semaines, le quartier duplex La Motte-Piquet est concerné sur une période beaucoup plus longue, qui commence maintenant et qui se termine en novembre, puisque nous avons le montage et le démontage d'enceintes sportives des Jeux Olympiques sur le Champ de Mars, puis le démontage du Grand Palais éphémère avant le 30 novembre, qui vont évidemment impacter les circulations, les transports en commun. Voilà. Et donc il nous semblait évidemment indispensable d'avoir une présentation sur tous ces aspects. Et donc, sans plus attendre, je vais passer la parole à Madame Lavielle, donc directrice adjointe du cabinet du préfet de police, pour une présentation du dispositif de sécurité. Nous en avions eu, pour ceux qui avaient participé, une première vision il y a un mois à la mairie du 15e. Là, on va vraiment se concentrer sur le quartier duplex. Et puis, depuis, le préfet de police a annoncé un certain nombre d'ajustements. Voilà, donc la réunion de ce soir est aussi là pour présenter le dispositif à jour de toutes ces modifications. Merci. Merci beaucoup, monsieur l'adjoint au maire, mesdames, messieurs. Le préfet de police m'a chargé de le représenter pour cette réunion. C'est en effet la première fois qu'on va dans un conseil de quartier pour expliquer un petit peu les périmètres de restriction de circulation qui vont être mis en place pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. Et on le fait dans le conseil de quartier duplex parce que effectivement vous êtes particulièrement impacté par un certain nombre de mesures, même si j'espère que ce que l'on va vous dire ce soir, mes collaborateurs et moi-même, va être de nature à répondre à un certain nombre de questions. Je suis accompagnée par Estelle Balit, qui est sous-directrice à la direction de l'ordre public et de la circulation, et du commissaire donc nouvellement installé, Omar Merchi, qui vient de prendre ses fonctions dans votre arrondissement. Je vais dire quelques mots en introduction. Simplement, combien d'entre vous étaient présents, si vous pouvez lever la main, ceux qui étaient présents à la réunion publique à la mairie du 15e? D'accord, donc il y a quand même une bonne partie de la salle qui a déjà eu une introduction au périmètre. Donc je vais répéter un peu ce qu'a dit le préfet de police pour ceux qui n'étaient pas là, mais en allant quand même assez rapidement pour qu'on se concentre sur le secteur duplex. Sur le PowerPoint, c'est toi qui le... Voilà. Donc, tout d'abord, un petit rappel de ce que sont les périmètres de circulation pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. On a 4 types de périmètres qui sont mis en place à Paris autour des... Là, je vais parler d'abord des sites, et puis on aura un petit mot sur la cérémonie d'ouverture ensuite. On a ce qu'on appelle un périmètre organisateur, c'est les périmètres gris que vous voyez sur la carte, qui correspondent aux sites de compétition, donc Champ de Mars, Trocadéro, les différents sites sont matérialisés en gris. Ce sont des sites de Paris 2024. N'entrent dans ces sites que les athlètes, les spectateurs munis de billets, les personnes qui ont vocation à y entrer. Juste autour de ces sites de compétition, vous avez, c'est le trait noir qui est matérialisé sur la carte, ce qu'on appelle le périmètre SILT. SILT, c'est un acronyme qui signifie sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme. Comme son nom l'indique, c'est un périmètre antiterroriste. Donc il est assez restreint autour des sites. Ce sera différent le jour de la cérémonie d'ouverture puisqu'il va englober une grande partie de la scène puisque la parade s'y déroule. Ce périmètre SILT, là, c'est un contrôle vraiment approfondi. Donc il y a des palpations, il y a un contrôle de sûreté. On doit montrer patte blanche puisque le but, c'est d'éviter que des personnes mal intentionnées ne pénètrent véritablement dans le site de compétition. C'est des sites, ce sont des périmètres qui sont mis régulièrement en place lors de grands événements. Vous en aviez lors de la Coupe du Monde de rugby sur la place de la Concorde, par exemple. Vous en avez aussi le 14 juillet pour les Champs-Élysées. Donc c'est quelque chose qu'on fait de manière très habituelle. Et par ailleurs, le dispositif concentrique, finalement, entre le périmètre organisateur, le SILT, le périmètre rouge, le périmètre bleu, c'est des dispositifs assez classiques en termes de sécurisation de grands événements que l'on fait à Paris avec des déviations de circulation. Simplement, là, l'impact va être beaucoup plus fort puisque d'ordinaire, on restreint l'activation de ces périmètres à quelques heures, le temps d'une compétition.
Peut-être qu'il faut que je me mette debout, non, ça va, on m'entend bien. Là, c'est vrai qu'on va les activer, ces périmètres, 2h30 avant le début des compétitions et les lever 1 heure après la fin de chaque compétition. Or, sur certains sites, comme le Champ de Mars, par exemple, ou le Trocadéro, vous avez des compétitions tous les jours, plusieurs fois par jour. Donc, en réalité, sur toute une partie de la journée, ces périmètres vont être activés. J'en viens maintenant au périmètre rouge et au périmètre bleu. Donc, en fait, plus on est au centre, plus c'est restrictif, et plus on s'éloigne du centre, évidemment, moins c'est restrictif. Un mot sur le rouge comme sur le bleu, ce qu'il faut avoir en tête quand même, parce que ça peut faire peur de voir ces cartes, c'est qu'on parle bien de restriction d'accès de la circulation motorisée. On parle uniquement, dans le périmètre rouge, ce qu'on vise, c'est une interdiction de la circulation. Pourquoi ? Parce que vous êtes à l'abord d'un site, donc on veut éviter le véhicule bélier, bien évidemment. On veut éviter aussi que des spectateurs qui vont cheminer, j'en parlerai tout à l'heure, puisque dans le secteur duplex, on a un certain nombre de rues qui vont faire l'objet de cheminements piétons, depuis les stations de Bir Hakeim, de duplex, pour aller justement vers le Champ de Mars. On veut éviter que des véhicules ne percutent des flux de spectateurs qui vont emprunter les rues, dont certaines seront du coup piétonnisées à cet effet. Et donc c'est pour ça que vraiment, le but du rouge, c'est d'interdire. Alors les consultations qu'on a menées depuis maintenant plusieurs mois avec à la fois les représentants des commerçants, des secteurs culturels, associatifs, les institutions, le secteur de l'hôtellerie, le tourisme, la restauration, les écoles, enfin on a consulté le plus largement possible. On a pris en compte un très grand nombre de situations qu'on appelle des ayants droit, qui sont ces personnes qui vont avoir le droit, en s'inscrivant sur une plateforme numérique, de pouvoir quand même pénétrer de manière motorisée dans ces périmètres, donc sur inscription sur plateforme. Je reviendrai après, puisque les questions portent souvent sur les ayants droit, mais ce qu'il faut retenir, c'est que le périmètre rouge, c'est un périmètre d'interdiction de la circulation motorisée. En revanche, si vous êtes piéton, si vous êtes cycliste, si vous êtes à trottinette, vous circulez normalement. Il y aura un peu plus de monde que d'habitude au moment où les flux de piétons seront là, mais vous pouvez circuler. Les périmètres bleus, donc là on arrive au dernier cercle, les périmètres bleus sont des périmètres de déviation de la circulation. Ce qu'on veut éviter dans les périmètres bleus, c'est la circulation de transit. Donc on veut éviter les véhicules qui passent par là, il vaut mieux qu'ils fassent le tour. En revanche, si vous êtes riverain et que vous habitez dans un périmètre bleu, que vous avez un parking, vous rentrez comme d'habitude, vous montrerez que vous êtes riverain au barrage, on vous laissera passer, il n'y a pas de difficulté par rapport à ça. Si vous avez une bonne raison finalement d'y aller, si votre destination finale c'est dans le périmètre bleu, y compris en véhicule motorisé, vous accéderez à votre objectif. En revanche, si vous voulez transiter par là, non, justement, on essaye de l'éviter pour que, justement, aux abords des périmètres rouges, on ne se retrouve pas dans une situation ubuesque avec des dizaines de véhicules qui se retrouvent bloqués et où ce serait extrêmement compliqué pour nous à gérer. Bon, je ne vais pas être plus longue sur les différents types de périmètres. Ce qu'on peut en dire, donc, c'est qu'ils sont activés assez souvent pendant la période des Jeux olympiques, que c'est la même logique qui est développée partout en Île-de-France. Donc, le dispositif qu'on met en place sur Paris, c'est également le même raisonnement, notamment en Seine-Saint-Denis, avec les mêmes modes et règles de fonctionnement. On va peut-être passer à la diapo suivante. Comment ? Ah oui, pardon, je vais parler un petit mot sur les courses sur route, les road events. Donc ça, c'est le trajet du marathon. La logique est légèrement différente dans les courses sur route, puisque vous voyez que le long du linéaire du marathon, donc 42 km, on n'a que du périmètre rouge quasiment. On a un petit peu de bleu, mais très peu. Pourquoi ? Parce que là, véritablement, on ne veut pas de circulation. Il y aura, notamment le marathon de masse, c'est 40 000 coureurs. Donc on veut éviter un véhicule qui vient percuter, ce n'est pas possible. On aura à certains endroits des points de cisaillement pour justement pouvoir faire traverser les véhicules. Mais l'idée, c'est quand même d'éviter le secteur pendant la période du marathon. Vous avez également des périodes dites de familiarisation
pour l'intégralité des courses sur route. Et donc ça aussi, il faut les prendre en compte puisque c'est des journées où, sur ce même trajet, finalement, les athlètes vont se familiariser avec le parcours et donc il y aura aussi des restrictions de circulation. Donc ces courses sur route, elles sont quand même relativement impactantes. Après le marathon, il faut avoir en tête que c'est un week-end, hein, c'est le 10 et 11 août. Alors il y a le marathon homme, le marathon femme. Dans la nuit du 10 au 11 août, vous avez le marathon de masse. Et donc il y a également les épreuves de familiarisation. Toutes ces cartographies, vous les retrouvez sur le site internet de l'APP, du COJO, de la ville. Et on actualisera très bientôt la foire aux questions aussi, suite justement aux derniers échanges et à la conférence de presse. On a une autre carte de course sur route, celle qui impacte le 15e arrondissement. Paramarathon. Donc le paramarathon, donc là, il y a également le paramarathon, il passe, tu peux zoomer ? Non, on ne peut pas zoomer. Le paramarathon, c'est moins impactant que le marathon pour le... Non, il ne passe pas dans le 15e. Pardon, les 2 courses cyclistes. Alors, on va mettre... hop. Voilà, donc ça, c'est la course en ligne, effectivement. Donc, course en ligne, là aussi, vous avez un impact. Alors, bon, course en ligne, c'est même une vue en Île-de-France. Même logique, hein, on n'a que du rouge quasiment parce qu'on ne veut pas que des véhicules viennent percuter les cyclistes. Et la dernière ne passe pas sur le 15e arrondissement, même si le même jour, on a quand même l'activation du site à Champ-de-Mars. Donc ça, c'est la course contre la montre qui passe à Paris et en petite couronne. Donc les épreuves sur route, on en a parlé. Donc ça, c'est des jours qui sont, enfin les dates sont déjà connues, donc vous pouvez les consulter et organiser aussi vos déplacements en fonction. Est-ce que je passe, on fait la cérémonie d'ouverture. Alors la cérémonie d'ouverture, je vais vous montrer quelques diapos de la cérémonie d'ouverture. Ce qu'il faut, alors la cérémonie d'ouverture, c'est une parade sur la Seine. C'est très impactant puisqu'il y aura à la fois des gradins sur les quais bas, du public sur les quais hauts, et puis une retransmission en mondovision. Donc c'est un événement sur lequel on est très attendu en termes de sécurité. On va mettre en place donc un périmètre rouge qui est assez large, comme vous le constatez, autour de la Seine, avec un périmètre SILT qui sera activé plusieurs jours avant la cérémonie. On n'a pas encore exactement le détail et on ne souhaite pas forcément communiquer encore sur est-ce que c'est 24 heures, 48 heures ou un peu plus. Donc plusieurs jours avant la cérémonie, vous aurez le périmètre rouge entouré d'un périmètre bleu. Et le jour de la cérémonie, on n'aura que du rouge. Donc le 26 juillet, c'est vrai que là, ça va être vraiment impactant. Le 26 juillet, il vaut mieux quand même éviter de circuler en voiture si vous n'avez pas une bonne raison de le faire. Sur une précision quand même, pour les périmètres rouges, qu'il s'agisse de la cérémonie d'ouverture ou des courses en ligne, à la différence des périmètres rouges sur les sites où vous pouvez vous inscrire sur la plateforme pour obtenir une dérogation et donc accéder en voiture dans le périmètre, quand il s'agit d'une course sur route ou de la cérémonie d'ouverture, il n'y aura pas de dérogation possible via la plateforme. Pourquoi ? Parce que c'est activé quelques heures et donc faire des dérogations pour quelques heures, c'est un petit peu curieux. Mais surtout parce qu'en réalité, dans le rouge, on va quand même laisser passer les vraies urgences, quoi. Et donc ça, au barrage et avec discernement, les forces de l'ordre qui sont là, si vous êtes un professionnel de santé et que vous êtes sur une intervention urgente, eh bien, ils vous laisseront passer. Et on n'a pas besoin, du coup, dans ce genre de cas, enfin, ce serait un petit peu contradictoire de dire aux gens qu'il faut s'inscrire sur une plateforme alors que c'est particulièrement urgent. Voilà ce que je souhaitais dire en introduction. Est-ce que Paris 2024 veut compléter avant qu'on fasse un focus sur le secteur de duplex ?
Merci beaucoup. Et, je pense que vous vouliez faire peut-être une session de questions-réponses ou je peux enchaîner directement sur la partie P24 ? On enchaîne ? Très bien. Est-ce que le PowerPoint est-ce qu'il est possible de le diffuser ? Ok. Je peux prendre la prise. Dans la prise. Alors, effectivement, je pense qu'il y a un bon nombre de questions qui vont trouver leur réponse dans ce qui va être dit dans quelques instants. Donc, ce que je vous propose, c'est de poursuivre avec Paris 2024 et ensuite, on réserve du temps, vraiment du temps, pour toutes les questions. Merci beaucoup. Je serai court, comme ça on aura pas mal de temps pour les questions et réponses. Déjà, bonsoir à toutes et tous. Je suis ravi de pouvoir m'exprimer devant vous ce soir pour vous expliquer un petit peu comment vont se dérouler notamment le montage et le démontage des infrastructures qui ont déjà commencé. Pour ceux qui sont allés se balader un petit peu sur le Champ de Mars, ça a commencé cette semaine pour le Stade Eiffel. Donc moi je suis le directeur de site d'Eiffel Champ de Mars, donc tout ce qui va se passer sur le Champ de Mars. Je vais vous parler un petit peu dans la présentation de tout ce que Madame la sous-préfète a déjà évoqué, notamment sur les courses sur route. Ce n'est pas forcément mon domaine de compétence, mais j'essaierai de répondre à vos questions aussi, s'il y en a, qui concernent ces compétitions-là. Avant de rentrer dans le détail du site Eiffel Champ de Mars et des phases de montage et de démontage, peut-être un très bref rappel des Jeux Olympiques. De quoi parle-t-on ? C'est connu de tous et de toutes. Mais si on rentre un petit peu dans les chiffres, on se rend compte quand même de l'ampleur de l'événement. 206 nations représentées, on a 32 sports qui vont donner lieu à des compétitions qui sont l'équivalent de championnats du monde. Donc imaginez en fait tout ça, toute la coactivité et la complexité que ça représente. 10 500 athlètes qui seront hébergés au village olympique et paralympique dans le nord de Paris, en Seine-Saint-Denis. 329 épreuves, 41 sites de compétition, pas uniquement en région parisienne, mais dans toute la France, en métropole et aussi à Tahiti. Et plus de 30 000 volontaires qui vont nous aider à livrer brillamment cette compétition. Donc les dates que vous avez certainement en tête, c'est du 24 juillet au 11 août. 24 juillet parce qu'il y a certaines compétitions, notamment pour le football, pour le rugby, qui commencent un petit peu avant la cérémonie d'ouverture. C'est pour ça que c'est le 24. Mais la date officielle que tout le monde a en tête, c'est le 27 avec la cérémonie. Le 26, voilà, et avec le 27, le début des compétitions. Et du coup, la fin des Jeux Olympiques sera programmée au 11 août 2024, donc 19 jours de compétition au total. En ce qui concerne les Paralympiques, je ne rentre pas trop dans les chiffres, ça ne doit plus trop vous parler, c'est un peu moins en termes d'ampleur. La seule grosse différence qui est importante, c'est que c'est plus pendant le mois d'août, ça empiète un peu sur le mois de septembre. On connaît tous notre ville début septembre avec la rentrée, avec toutes les activités qui reprennent, les gens qui rentrent de vacances. Donc c'est ça qui change surtout en fait. C'est un événement qui est moins important, mais qui se déroule à une période où Paris est certainement beaucoup plus active. Donc ce sera du 28 août au 8 septembre, donc 11 jours seulement de compétition. Comme je le disais, c'est un projet national. Ça va toucher pas mal de régions en France. Vous avez notamment la voile qui sera à Marseille. Vous avez pas mal de compétitions de football qui seront dispersées dans différentes villes. Vous avez Tahiti, bien entendu, pour les épreuves de surf. Et enfin, vous avez un petit zoom sur l'écran sur Paris-Centre. Paris-Centre, c'est aussi l'image qu'on va donner au monde entier. Quand on a décidé d'organiser ces Jeux, il y a certaines compétitions qui sont dans le nord de Paris, en Seine-Saint-Denis, un territoire qui va se développer. Mais il y a aussi ce que la France, que Paris aussi peut donner en images, en expérience à tout le monde. Donc c'est aussi pour ça qu'on a décidé de choisir des sites dans des endroits magnifiques. C'est des sites temporaires qui seront démontés juste après les Jeux. Et voilà, c'est une fois tous les 100 ans, ça va créer beaucoup de très belles images, certainement historiques, mais ça vient aussi avec quelques contraintes qu'on a déjà eu l'occasion d'évoquer. Le site du Champ de Mars, en particulier, je sais que vous êtes très concernés dans le 15e sur ça. Quelques rapides points de détail sur ce site-là. Donc on va organiser, c'est un double site, vous avez le stade Eiffel et vous avez l'Arena Champ de Mars. Donc le stade Eiffel, c'est un stade complètement temporaire qui n'existe pas. On a commencé le montage lundi de cette semaine. C'est 13 500 places
brut, c'est-à-dire quand vous mettez toutes les caméras et tout ça dans le stade, on descend plutôt à 12 000 personnes en place assise. On aura le beach volley dans ce stade-là pendant les Jeux Olympiques et on aura le CSI-Foot pendant les Paralympiques. Vous connaissez aussi bien que moi l'accessibilité en transport public du site. Les dates de compétition, donc ça va commencer le 27, le lendemain de la cérémonie, pour le beach volley, et ça va se terminer un jour avant la fin des Jeux Olympiques, donc le 10 août. Après, on entre dans une période de transition de quelques jours, 2 semaines à peu près, pour aller sur les Paralympiques. Paralympiques, c'est le CSI-Foot, donc c'est du football sur un petit terrain, comme un terrain de hand pour les personnes malvoyantes. Et cette compétition de CSI-Foot se déroulera du 1er septembre au 7 septembre. Donc ça, c'était pour le stade Eiffel. Maintenant, l'Arena Champ de Mars. L'Arena Champ de Mars, c'est le Grand Palais éphémère, qui va être renommé pendant les Jeux. Pareil, la fiche d'identité, donc on est sur les sports suivants. Donc pour les Olis, on sera sur le judo et la lutte. Et pour les Jeux paralympiques, on sera sur le rugby fauteuil et sur le para-judo. Donc là, les séquences de compétition, pareil, on commence donc avec le judo, qui va être un sport important, assez populaire dans nos pays. Donc le 27 août, on termine le 27 juillet jusqu'au 3 août. Petite transition pour changer la configuration du Grand Palais éphémère pour accueillir la lutte. Et la lutte se déroulera donc du 5 août au 11 août. Encore une fois, c'est 2 semaines de transition. Et on enchaînera sur le rugby fauteuil et le para-judo. Donc rugby fauteuil du 29 août au 2 septembre. Et on terminera sur le para-judo pendant 3 jours, du 5 au 7 septembre. Les phases de montage du site. Vous en avez peut-être déjà pris connaissance. Ça a été publié dans certains journaux. Ça a été l'objet de la réunion publique, dans plusieurs réunions publiques. On commence donc sur donc c'est un montage qui est phasé. C'est phasé justement parce qu'on ne voulait pas impacter le jardin public d'un coup pendant une période trop longue. Donc on se concentre vraiment en phase pour essayer de diminuer l'impact au maximum. Il n'y avait pas vraiment d'autre solution que de procéder comme ça. On commence avec la zone 1, qui est la zone bleue. Donc on a commencé cette semaine, c'était lundi, le 4 mars. Et puis on va s'étendre progressivement en 6 phases successives pour venir prendre quasiment la totalité de l'emprise du Champ de Mars. Donc cette zone 1, c'est la zone 2 qui est juste la partie où il y a le parking Gouraud, pour ceux qui connaissent un petit peu, donc qui est plutôt le côté 7e, plutôt le côté bourdonnais, avec cette espèce de triangle que vous voyez à l'écran en haut de l'écran. Donc ça, c'est à partir du 1er avril. Après, on va basculer complètement sur la zone 3, qui est plutôt la zone du Grand Palais éphémère, à partir du 17 avril. Et là, en fait, on se rend compte qu'on sera sur 2 zones de chantier spécifiques. C'est juste pour vous... Encore une fois, on a vraiment énormément travaillé avec toutes les autorités pour essayer d'impacter le moins possible les habitants de ces quartiers-là. Donc là, on aura 2 chantiers à gérer en simultané. Évidemment que ce n'est pas évident pour nous de devoir dispatcher des équipes et des prestataires entre 2 chantiers, mais ça permet de garder le cœur du Champ de Mars, les pelouses, quand même accessibles, les parcs pour enfants, les petits terrains de sport qu'il y a sur le Champ de Mars, tout ça, ça restera accessible pendant cette période-là, donc jusqu'à la zone 3. À partir du 30 avril, on commence à prendre l'emprise, comme vous le voyez, principalement les pelouses. À partir du 3 juin, on rentre sur la zone 5, c'est la zone bleu clair. La zone 5, ça commence à être un petit peu sérieux là. On est quasiment dans la dernière phase de montage. On est quasiment sur l'emprise finale du site. C'est là qu'on perd le plus de services. C'est là qu'on perd le plus de pelouses. C'est là qu'on perd les parcs pour enfants. C'est là qu'on perd tous les petits services qu'il y a sur le Champ de Mars et qui nous plaisent tant. Enfin, la zone 6, les derniers carrés de pelouse qu'on a essayé de préserver le plus longtemps possible. Et ça, c'est à partir du 26 juin. Une toute petite particularité, il y a une halte garderie dans le Champ de Mars qui, elle, ne sera pas fermée à partir du 28 juin. On va essayer de trouver des solutions pour la garder ouverte jusqu'au 5 juillet, ce qui tombe à peu près bien, je pense, par rapport aux vacances et ce qui devrait dépanner pas mal de parents. Donc ça, c'est pour le montage. Vous avez, du coup, ce que ça représente quand on regarde le chronogramme. 4 mars, l'emprise rouge. 1er avril, toujours l'emprise bleue était déjà là au 4 mars. On s'accroît sur le Champ de Mars. Et vous voyez que progressivement, on s'accroît. 17 avril, 30 avril. En 30 avril, vous remarquez que la Charles Risler est toujours laissée disponible pour permettre une traversée du Champ de Mars dans sa largeur, notamment pour aller du 7 au 15 et inversement. Comme je vous le disais, au 3 juin, ça commence à devenir compliqué sur le Champ de Mars. On est quand même pas mal installé dessus. Merci beaucoup, Judith. C'est pas très bien centré tout ça. Super.
Et au 26 juin, on est dans la configuration finale du site Eiffel Champ de Mars des Jeux Olympiques et Paralympiques. Ça ne prend pas la totalité, vous voyez que ce n'est pas un rectangle nickel, mais on est quand même sur un bon 90% du Champ de Mars. Phase de montage, très rapidement, on procède exactement de la même façon, mais ça va plus vite. On procède par zone dès le 19 septembre. Donc on finit le 8 septembre. Donc dès le 19 septembre, vous avez toutes les zones bleues, les zones 1 qui sont complètement libérées et restituées. Et puis on enchaîne sur la zone 2 au 7 octobre, la zone 3, donc plutôt Grand Palais éphémère, au 14 octobre. Et on termine par la zone 5, qui est donc la place Jacques-Rueff, là où il y a les bassins. C'est là où il y a le stade Eiffel, c'est là où il y a le plus de boulot où on a le plus de boulot à la fois en montage et évidemment en démontage. Et ça, ce sera libéré à partir du 31 octobre. Et voilà ce que ça donne sur le chronogramme. Pareil, même format de présentation. 7 octobre, 14 octobre, 15 octobre. Et au 31 octobre, il ne reste plus rien sur le Champ de Mars. Très rapidement sur les épreuves sur route dans le 15e. Donc, Madame la sous-préfète en a déjà parlé. Vous avez les marathons olympiques, hommes et femmes. Hommes, c'est le 10 août, c'est de 8h à 11h. Femmes, c'est le 11 août, de 8h à 11h15. Donc la course, c'est un marathon classique. C'est un peu plus de 42 km. C'est un seul tour. Il n'y a pas plusieurs tours, c'est un seul tour. La portion qui traverse le 15e fait 3,3 km. Vous la voyez représentée sur le plan. C'est le petit liseré assez peu lisible, je m'en excuse, mais bleu clair. Ok. Donc il n'y a que 3,3 km dans votre arrondissement. Les hommes, ils vont passer dans cet arrondissement sur cette portion-là entre 9h45 et 10h29. Donc ça va durer 44 minutes. C'est assez peu finalement. C'est des gens qui courent en peloton. C'est tous des professionnels. Donc ils sont très compacts, on va dire, dans leur temps. Pareil pour les femmes. Elles vont passer de 9h57 à 10h39, donc le 11 août, le dimanche. Et elles ont, voilà, c'est un intervalle à peu près de 42 minutes de passage. 80 hommes, 80 femmes. Ce qui sera peut-être plus impactant pour vous, c'est le marathon pour tous, qui se fera dans la nuit, j'insiste, dans la nuit, donc peut-être un peu moins impactant aussi, du 10 au 11. Là, on est sur... tout le monde peut courir le marathon pour tous, c'est dans le titre, ce qui veut dire qu'il y a des gens qui courent vite et qu'il y a des gens qui courent pas vite du tout. C'est-à-dire qu'entre le premier qui passe et le dernier qui passe, il peut s'écouler plusieurs heures. Nous, on a estimé qu'il s'écoulait 4h52 entre le premier et le dernier. Donc ça veut dire que vous avez une contrainte sur toute cette durée-là. Okay, mais encore une fois, c'est pendant la nuit et vous êtes impacté notamment au niveau des quais. Voilà pour ma présentation. Peut-être juste un dernier point sur Stade Émile-Antoine, qui va être une base arrière du site Trocadéro. On va avoir sur le site du Trocadéro donc plusieurs événements qui ont déjà été très rapidement abordés. On va avoir la course en ligne. Pour le cyclisme, ça c'est un peu l'équivalent des courses que vous avez sur le Tour de France, c'est-à-dire vraiment les pelotons. On n'est pas sur les autres formats, de cyclisme. Donc familiarisation le 1er août, le 2 août, la compétition course en ligne pour les hommes sera le samedi 3 août de 11h à 18h, et pareil pour les femmes, mais le dimanche 4 août de 14h à 18h30. Donc ça c'est pour la partie cyclisme. Et pour la partie athlétisme au Trocadéro, il y a la marche hommes et femmes, et il y a un nouveau format de compétition qui sera pour la première fois aux Jeux Olympiques sur Paris 2024, c'est le relais mixte. Donc pareil, c'est de la marche, mais mixte avec hommes et femmes. Familiarisation le 31 juillet, le 6 août, et les compétitions, donc pour les hommes et les femmes, ce sera le même jour, le 1er août, de 7h30 à 11h15, et le relais mixte, ce sera plus tard, ce sera le 7 août, et ce sera de 7h30 à 10h30. Donc ça, encore une fois, c'est au Trocadéro, c'est de l'autre côté de la Seine, mais le stade Émile-Antoine sera quand même pas mal sollicité, il y aura des vestiaires pour les athlètes, donc ce sera une vraie base arrière, et donc il y aura un lien évidemment entre le Trocadéro et Émile-Antoine, et du coup, ce lien, c'est le pont, et il y aura des impacts évidemment pour les traverser et pour circuler sur ces journées de familiarisation et de compétition. Voilà, j'en ai fini pour la partie organisateur. Je vous redonne la parole. Je vais juste faire un petit focus sur le secteur duplex et ensuite on prendra les questions si cela vous convient.
Bon, en attendant, pour meubler, donc, je vais vous dire quelques mots sur toute cette opération. D'abord, je me réjouis qu'on ait pu se réunir ici dans ce musée de l'Olympisme qui présente les nouvelles disciplines des Jeux Olympiques. Et merci au conseil de quartier. Je salue le président, bien sûr, et puis mon adjoint, d'avoir choisi spécifiquement comme ordre du jour et comme seul point à l'ordre du jour l'organisation des Jeux Olympiques sur le secteur du Champ de Mars. C'est vrai que nous travaillons beaucoup depuis des mois avec la brigade de police, que je remercie d'ailleurs de son esprit de concertation, même si on n'est pas d'accord sur tout. On le verra dans un moment. Et puis aussi avec le comité olympique, bien sûr, et la ville de Paris, de façon à faire en sorte que les contraintes légitimes, j'allais dire, à partir du moment où Paris a été choisi comme site olympique et où il a été décidé que les Jeux se feraient en ville, ce qui est une première dans l'histoire des Jeux, hein, il va falloir assumer ça, eh bien, que ces contraintes pèsent le moins possible sur la vie quotidienne des habitants des secteurs impactés. Alors oui, le 15e est directement impacté. On vous l'a dit sans doute avant mon arrivée, j'avais une réunion à l'hôtel de ville, excusez-moi de mon retard, puisque nous avons de grosses opérations évidemment sur le Champ de Mars, gigantesques, mais aussi sur le parc des expositions, qui concerne moins ce secteur puisque c'est à l'opposé, mais enfin on est encadré quand même, hein, par le parc des expositions également, où il y a 9 épreuves olympiques et paralympiques. Et puis on l'a dit, la course cycliste, le marathon et l'inauguration du 26 juillet. Donc on est complètement encadré. Alors on peut s'en réjouir, hein, pour ceux qui sont des fervents partisans des Jeux, et c'est vrai que c'est un événement considérable, international, et qui doit permettre à Paris, à la France, de rayonner aux valeurs du sport aussi, d'être consacré, si je peux dire. Mais néanmoins, nous, notre boulot en tant qu'élus locaux, à la mairie du 15e, comme à la mairie de Paris, bien sûr, c'est de faire en sorte qu'on puisse continuer à vivre dans les secteurs les plus proches des sites olympiques et que les arrondissements continuent à fonctionner, même si, comme un élément intéressant, c'est qu'on se situe quand même principalement dans le mois d'août, où il y a quand même beaucoup moins de monde présent. Néanmoins, nous avons demandé au préfet de police, et qui nous a beaucoup écoutés quand même, hein, les maires d'arrondissement, c'est vrai, de multiplier les possibilités, les dérogations, parce qu'on revient de loin quand même. Il y a eu beaucoup d'évolutions sur des mesures d'assouplissement des zones à circulation réglementée depuis le début des discussions que nous avons entreprises avec le préfet de police. D'ailleurs, peut-être que certains d'entre vous y étaient, il y a quelques semaines, le préfet de police a bien voulu venir à la mairie du 15e, répondre aux questions pendant 2h30 quand même des habitants. Il y avait près de 1000 personnes dans la salle d'ailleurs. Et je vous le dis d'ailleurs, parce que l'affaire n'est pas terminée, il y a encore des choses qui ne sont pas précisées, pour des raisons de sécurité comme pour des raisons d'organisation générale. Nous organiserons une deuxième réunion de concertation, d'information. On sera presque au bout de l'organisation finale, le 22 mai, je crois. Le 22 mai, vous pouvez noter la date, avec le préfet de police de nouveau, qui, bon, c'est exceptionnel et je le remercie vraiment, et je demande à sa directrice adjointe de cabinet de le remercier, a bien voulu accepter de venir de nouveau devant nous à la mairie du 15e, où on fera en sorte qu'il n'y ait pas 300 personnes qui ne puissent pas rentrer cette fois-ci, et on ouvrira toutes les salles, enfin on fera des systèmes de retransmission interne, parce qu'on a dû refuser 300 personnes, dont l'ancien préfet de police d'ailleurs, qui n'a pas pu rentrer lui-même, enfin bon, le pauvre, mais bon voilà, comme quoi tout le monde est traité de façon équanime à la mairie du 15e, hein, qu'on soit ancien préfet de police ou simple quidam, mais enfin pour que le maximum de gens vous en savez, puisque vous l'avez constaté, lorsque le préfet de police est venu, il y avait encore beaucoup de choses qui n'étaient pas précisées. Et puis il y a des choses qui ont changé également, hein, sur l'organisation. Vous avez peut-être suivi de près ou de loin l'audition du préfet de police hier, qui était très intéressante d'ailleurs pour ceux qui ont pu se connecter, devant la commission de loi du Sénat, du ministre de l'Intérieur, pardon, excusez-moi, le ministre de l'Intérieur, mais le préfet de police y était aussi, qui a pu évoquer de façon très précise, pendant 2 heures,
les conditions dans lesquelles se tiendraient les Jeux Olympiques et ce qui serait sur le plan de la sécurisation et donc de toutes les contraintes qui seraient imposées aux uns aux autres, je veux dire qu'il y a quand même des assouplissements intéressants, même si de l'autre côté, il y a aussi des réglementations assez fortes. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail puisque ça a dû être dit avant que j'arrive et puis ça va être continué maintenant. Moi, ce que je dis simplement, c'est que, alors je le dis principalement à Madame Lavielle, à Madame la préfète, pour lui dire que nous avons, nous, l'expérience, enfin moi en tant que maire en tout cas, c'est l'avantage de l'âge, si je peux dire, l'expérience de la fan zone, la Coupe du Monde de football, qui, souvenez-vous, avait eu lieu sur le Champ de Mars, qui était une catastrophe d'ailleurs, je le dis au passage. Je peux le dire d'autant plus que ce n'était ni vous ni le préfet de police actuel qui gérait. Mais néanmoins, j'ai considéré à l'époque que vraiment, même si le public, alors il y a quand même une petite précision à faire, le public de football n'est pas le même que le public des Jeux Olympiques, si vous voyez ce que je veux dire. Donc on va quand même être un peu avantagé par rapport au public détestable du football, qui a ruiné tout le secteur. Ah mais qui a ruiné tout le secteur. Les supporters de foot qui sont venus dans cette fan zone où on leur servait de la bière à volonté d'ailleurs, ce qui est quand même une hérésie hallucinante, ont dévasté le secteur. Voilà. Donc il n'est pas question que ça se reproduise. C'est un public là différent. C'est des gens qui viennent avec des billets et puis qui ça n'a rien à voir. Mais enfin, je me souviens quand même que la zone, et on va venir tout de suite au sujet qui fâche, que la zone qui avait été délimitée comme ce qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de zone rouge en quelque sorte, enfin de zone à circulation réglementée, était beaucoup trop vaste. Plusieurs dizaines de milliers d'habitants étaient concernés entre l'avenue de Suffren et le boulevard de Grenelle, l'enceinte des fermiers généraux, jusqu'à Cambronne. D'ailleurs, à tel point que le préfet de police de l'époque, Michel Cadot, a bien voulu accepter par l'expérience des premiers jours, de réduire la zone d'interdiction de passage, de circulation et de stationnement. Ce qui a permis de fluidifier quand même la circulation, le stationnement et la vie quotidienne des gens. Donc je sais qu'il y a des contraintes de sécurité énormes et je ne les mésestime pas, mais je dis quand même avec mon adjoint, nous avons mené une bataille perdue à mon avis, mais enfin une bataille avec la brique de police, et on va nous donner le résultat dans quelques instants, pour réduire la zone rouge, pas forcément la zone bleue, enfin vous expliquer, je pense, zone rouge, zone bleue, etc., pour réduire la zone rouge qui est la zone d'interdiction de circulation, sauf dérogation sur plateforme numérique, etc., QR code et tout ça. Donc il y a sans doute là des choses à faire. Deuxièmement, ce que nous ne savons pas encore, vous nous disiez ce soir, mais ça m'étonnerait, ce sont les points d'accès et les points de contrôle. Parce que cette zone étant interdite, mais avec des dérogations, il faudra bien quand même pouvoir y passer en voiture, pour ceux qui sont en voiture. Donc on ne connaît pas encore ces points d'accès. Nous serons très attentifs à la définition, à la localisation de ces points d'accès, comme c'est vrai, vous le dites, au fonctionnement des transports en commun. D'ailleurs, lors de la réunion que nous avons avec le préfet de police il y a une quinzaine de jours, la RATP et Île-de-France Mobilité que j'avais invité n'ont pas souhaité venir parce qu'à l'époque, ils n'étaient pas du tout prêts et ne savaient pas encore ce qui serait possible de faire sur l'information concernant les fermetures de stations, métro, les dérivations de bus, etc. J'ai demandé, bien sûr, que le 22 mai, j'espère qu'ils seront au point, parce qu'ils ne sont pas au point le 22 mai, à ce moment-là, il vaut mieux tirer le rideau, mais ils viendront, la RATP et Île-de-France Mobilité, le 22 mai à la mairie, pour expliciter de façon très précise, dans le détail, parce que là, ça nous concerne vraiment au quotidien, le fonctionnement des lignes de métro et de bus, etc. Donc voilà. Voilà, je ne voudrais pas être trop long, mais je voulais vous dire quand même qu'on travaille. Il n'y a pas une journée maintenant sur laquelle on ne travaille pas sur les JO, et c'est important pour les deux secteurs concernés principalement, mais notamment le vôtre. En plus, j'y habite, donc je suis très attentif, mais pas seulement pour ça, pour que on puisse continuer une vie à peu près normale, tout en sachant que bon, c'est quand même un bel événement. On parle des contraintes, des réglementations, de la sécurité, etc. Enfin, il faut aussi penser à ce que ça peut représenter dans le monde entier que les Jeux Olympiques se tiennent dans notre ville. Merci, monsieur le maire, de votre intervention. Donc, on va passer aux questions. Bon,
Vous voulez Oui, je voulais simplement rebondir sur les propos de Monsieur le maire du 15e arrondissement pour vous faire un petit focus sur le secteur donc, duplex. Avec, effectivement, on a étudié pour essayer de... Enfin, notre enjeu aussi, c'est quand même de minimiser les impacts sur la population. C'est d'assurer la sécurité, de minimiser les impacts. Donc, on travaille quand même dans cet esprit-là. Ce qu'il faut savoir sur ce secteur-là, je pense que le parallèle avec l'euro a des vertus, mais ce n'est pas non plus complètement comparable, puisque à la fois les horaires d'activation, le volume de personnes attendues ne sont, je pense, pas exactement les mêmes. Au début... On ne l'a pas montré, cette carte, mais au début, quand on a travaillé, le secteur rouge, en réalité, il était même plus étendu que ça, puisqu'il englobait aussi duplex, la mode Piquet-Grenelle. Donc la zone qui est en bleu en bas, là, en réalité, elle était aussi en rouge. Les propositions de la mairie qu'on ne peut pas satisfaire visaient à passer un secteur densément peuplé, donc celui de duplex qui est défini entre la rue de la Fédération, boulevard de Grenelle et la rue de Sey, pardon. Donc ce secteur-là, qui est en rouge, aurait pu passer... le maire souhaitait qu'elle passe en bleu. J'ai fait matérialiser ici, en bleu, ce qu'on appelle les cheminements spectateurs, qui était une information qu'on n'avait pas diffusée jusqu'ici, mais en réalité, on ne peut pas passer ce secteur en bleu, puisque les rues que vous voyez là en bleu, donc la rue Saint-Saëns et la rue de Sey, ainsi que la rue de la Fédération, sont des zones de cheminement spectateurs où, depuis justement le métro, notamment Bir Hakeim et Duplex, les personnes vont cheminer pour accéder au site, essentiellement à pied. Et donc vous voyez bien que on a besoin que cette zone, en fait, elle soit interdite à la circulation motorisée. Après, encore une fois, je pense qu'il faut vraiment bien redire quand on explique ces périmètres, c'est ce que j'essaye de faire, qu'il n'y a que la circulation en véhicule motorisé qui est impactée. Il faut quand même l'avoir à l'esprit. C'est celle-là qui est impactée. Et par ailleurs, si vous avez un parking, il sera quand même possible d'y accéder. Et puis on a prévu tout un certain nombre de dérogations qui seront bientôt publiées sur le site. Et je suis quasiment sûre que les questions que vous allez avoir vont aussi largement porter là-dessus. Donc je vous laisse la parole. Si je peux me permettre de demander 2 précisions à Madame Lavielle. D'une part, dans la zone rouge, la circulation sera donc interdite, sauf dérogation, pour les riverains notamment, et leurs véhicules, puisqu'on pourra passer à pied, etc. Mais il est dit s'ils ont un parking. Or, j'ai fait remarquer au préfet de police qu'on est en zone haussmannienne largement et que beaucoup d'automobilistes, de propriétaires automobiles, n'ont pas de parking. Moi-même, je le garde dans la rue, quoi. Donc, alors, le préfet de police a dit qu'il allait étudier la question en indiquant des zones de stationnement qui seraient réservées. On ne pourra pas stationner nulle part, n'importe où, mais dans des zones réservées à l'avance. Alors, est-ce qu'on peut avoir quelques détails sur ce dispositif? Et deuxième question, on dit qu'on pourra passer en vélo, par exemple. Je sais qu'il y a beaucoup de cyclistes parmi vous. Et, sauf que j'ai cru comprendre qu'on ne pourrait pas s'arrêter. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... Enfin non, mais vous allez me dire si c'est vrai ou pas. Non, mais attention, non, mais parce que j'ai entendu dire ça. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas stationner votre vélo. J'ai entendu dire ça, mais vous voyez, il y a plein encore de choses qu'on ne connaît pas. Et donc, c'est une réponse que je vous entends. Vous savez, on peut traverser la zone, mais est-ce que, par exemple, quelqu'un qui va avec un vélo et qui va se stationner à un endroit, accrocher son vélo quelque part, pourra le faire ou pas? C'est ça les 2 questions que je voulais poser. Alors, sur la première question, oui, tout à fait, vous aviez formulé cette demande, monsieur le maire, et le préfet de police nous a demandé de travailler dessus. Donc, effectivement, avec les services, on essaye d'identifier, mais je ne veux pas vendre du rêve non plus, parce que cette identification de zones de stationnement pour les riverains qui, d'ordinaire, stationnent leur véhicule sur la voie publique, elle est très complexe à mener. Pourquoi ? Parce que
on aura, et c'est tant mieux, des dizaines de milliers de policiers, de militaires qui vont aussi sécuriser les sites. Et donc, on a des besoins de stationnement aussi pour ces véhicules-là, en réalité, qui vont déjà gréver pas mal les emplacements disponibles en proximité des sites. Donc, je ne veux pas vendre du rêve, mais en tout cas, on travaille, on a cette commande, on y travaille pour essayer d'identifier des lieux, des portions de rues sur lesquelles, pour le stationnement résidentiel, on pourrait envisager un déport. Après, c'est vrai qu'il faut que ce soit pas trop loin, que ce soit des rues qui ne soient pas des voies utilisées par ailleurs dans le cadre des JO. Donc le travail est en train d'être mené. C'est assez compliqué, raison pour laquelle on ne communique pas encore dessus. Je ne suis pas certaine qu'on arrivera, et je pense même qu'on n'arrivera pas, monsieur le maire, à récupérer toutes les places de stationnement résidentielles, mais on y travaille. Pour ce qui est du vélo, qui ne pourrait pas s'arrêter en zone rouge, je suis surprise par cette information, parce que j'imagine mal les gens continuer à pédaler tout le temps en zone rouge. Mais alors, ceci dit, non, à une réserve près. Dans le périmètre SILT, je pense effectivement qu'il y a un sujet, puisque si vous avez un vélo, il peut y avoir une sacoche, etc. On ne laisse pas son vélo n'importe où. Mais ça, c'est le périmètre SILT. Le périmètre rouge, on n'est pas dans de l'antiterrorisme comme le SILT, on est dans de la restriction de circulation, essentiellement de l'interdiction de circulation motorisée pour des raisons de sécurité routière. En revanche, peut-être que cette remarque fait écho à des réflexions où sur certains endroits, si on a trop de vélos qui stationnent, par exemple, si vous avez un Monoprix avec un parc de stationnement qui est sur une zone d'approche de spectateurs et qu'on a beaucoup de vélos, là, effectivement, c'est l'occupation de la voie publique qui peut entraver les cheminements spectateurs. Et dans ce cas-là, la réflexion sera la même que celle qu'on est en train de mener sur les extensions de terrasses pour les commerces, pour certaines emprises de chantier sur la voie publique. On n'a pas encore totalement abouti, mais donc on va avoir une doctrine à Paris où en fonction des voies, si vous êtes sur une voie réservée olympique, sur une zone d'approche spectateur, sur une voie dite de délestage, il y aura des restrictions pour certaines terrasses de café et pour les chantiers. Voilà. Et donc je pense que les vélos, c'est un petit peu la même logique, si vous voulez. Sur certains axes, effectivement, mais on regarde ça avec beaucoup d'attention et ce sera la même logique une fois qu'on aura bien matérialisé les voies dont je parle, les voies réservées olympiques, les voies de délestage, les voies concurrentes. Enfin, on a une terminologie un peu spécifique. On communiquera aussi sur le sujet, mais ce ne sera pas la règle. La règle, ce ne sera pas l'interdiction de stationner son vélo en zone rouge. Juste avant qu'on prenne les questions de la salle, j'avais aussi deux questions, madame. Et la première, ça a été évoqué par monsieur le préfet il y a un mois. La zone rouge de la cérémonie d'ouverture sera activée plusieurs jours avant. Est-ce que cette date est désormais fixée? Première question. Et deuxièmement, est-ce que les modalités de la zone rouge de la cérémonie d'ouverture sont vraiment les mêmes que pour les épreuves olympiques? C'est-à-dire, parce que je lis encore sur le site de la ville de Paris aujourd'hui, que tous les usagers, y compris piétons, cyclistes, automobilistes de cette zone rouge de la cérémonie d'ouverture, devront avoir un justificatif. Est-ce que c'est à jour des derniers arbitrages ou non? Et puis voilà, c'est déjà important. Et peut-être, oui, sur le laissez-passer dématérialisé, est-ce qu'on peut préciser un peu les modalités d'obtention? Vous pouvez me répéter la première question? Première question, date d'activation de la zone rouge le long de la Seine. Date d'activation, non, elle n'est pas encore connue. C'est parce que, en fait, et je pense même qu'on ne va pas communiquer très tôt dessus. Pourquoi? Parce qu'on veut éviter que des personnes mal intentionnées ne s'organisent pour être dans le périmètre SILT. Voilà. Donc, on sait que ça va être qu'il nous faut plus de temps que la seule journée de la cérémonie d'ouverture pour l'installer, pour que le contrôle soit efficace. Mais vous imaginez bien que sur une cérémonie de cette ampleur, on est obligé d'avoir un dispositif conséquent, dimensionné, et on ne veut pas communiquer trop tôt sur le sujet. D'ailleurs, la décision n'est pas encore arrêtée. La plateforme numérique, on fait nos meilleurs efforts pour que elle puisse fonctionner à partir de mi-avril. C'est un des objectifs qu'on s'est fixé.
Je précise qu'il y aura aussi des modalités dans les mairies. On est en train d'y travailler avec la ville de Paris pour les personnes éloignées du numérique ou pas familières de l'outil pour pouvoir aussi s'inscrire et disposer donc de justificatifs. Donc cette plateforme, elle est destinée aux personnes qui veulent accéder en véhicule motorisé en zone rouge. Et comme je l'indiquais tout à l'heure, il faut donc avoir une bonne raison d'y aller. Il y a certains types de publics. On a ce qu'on appelle un tableau des ayants droit sur lequel on a travaillé, donc les services, enfin les soins aux personnes, par exemple, les livraisons dans certaines configurations, beaucoup de professions, qu'il s'agisse des avocats, des médecins. Enfin, on a dressé vraiment une liste de toutes les personnes auxquelles on a pu penser et dont on se dit qu'il faut que oui, sur inscription, elles continuent d'avoir accès en véhicule motorisé à la zone rouge. Après, l'idée, c'est quand même, et donc en s'inscrivant sur cette plateforme, il faudra le faire assez tôt. On essaiera de délivrer rapidement les justificatifs. L'idée, c'est de ne pas s'inscrire à la dernière minute, sinon on va être submergé. Le pass, il vaudra pendant tous les Jeux Olympiques. On ne va pas faire une demande de dérogation à chaque fois qu'on veut rentrer dans la zone rouge en véhicule motorisé. Et c'était quoi la suite de votre question ? Oui, la question, c'était parce que je lisais tout à l'heure. Non, elle n'est pas actualisée. Donc, elle va être actualisée dans quelques jours. La foire aux questions, pardon, excusez-moi. Elle n'est pas encore totalement. Elle n'est pas à jour des dernières concertations. Et donc, on va l'actualiser dans quelques jours. Donc, les piétons et cyclistes du front de Seine n'auront pas besoin d'un justificatif dans la zone rouge. Uniquement les automobilistes. Oui. Tout à fait. Merci beaucoup. Donc nous allons passer aux questions dans la salle. Peut-être les conseillers, madame. Oui. Madame Guichard. Attendez, le micro arrive. Bonsoir. J'ai 3 petites questions, mais vraiment très rapides, en tant qu'habitante et commerçante. Donc j'ai compris que la plateforme numérique, a priori, ça allait être assez simple et accessible et que, bon, très bien. Enfin, pas pour tout le monde, mais bon, ça sera organisé. Donc moi, étant habitante pile dans votre cercle bleu que vous avez montré tout à l'heure, angle 2C, fédération, cheminement, etc. Donc j'ai compris qu'ayant une voiture, par exemple, je vais pouvoir accéder à mon domicile sans problème avec ma voiture aux caisses. À partir du moment où c'est motorisé, ça ne sera pas un problème puisque je suis riverain, quel que soit le jour, c'est ça ? Ouais. Alors, ça, c'est ma question habitante. Mais bon, ça, je ne m'inquiète pas trop. J'ai compris que ça allait être organisé. En revanche, en tant que commerçante, j'avais juste 2 questions. Mes employés et mes associés qui n'habitent pas dans le 15e, qui viennent travailler dans leurs établissements dans le 15e, en scooter notamment, peuvent avoir une dérogation en tant qu'employés parce qu'on va présenter un cabis. Enfin, voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu pour eux parce qu'ils ne sont pas habitants du 15e? Et la seconde qui est intéressée, est-ce que sur le site du Champ de Mars, il y a des buvettes, de la restauration, etc., comme il y avait à l'époque de la Coupe du Monde? Ou est-ce que, j'imagine que oui, les spectateurs ne vont pas rester en plein cagnard à crever de soif, mais comment est-ce qu'on a déjà une idée de ce qui va se passer sur le Champ de Mars pour les spectateurs, et s'il y a des services de restauration et de boissons? Oui, c'est comme sur les 3 quarts. D'alcool, pardon, c'était ma question. Ah, d'alcool. Ouais. Il n'y a pas d'alcool sur le site. En revanche, il y a de la restauration, évidemment, quand vous rentrez sur un événement comme ça, et tous les événements, il y a de la restauration. Pas d'alcool. Pas d'alcool. Et les commerçants vont être restreints pour la vente d'alcool autour des sites ou pas du tout? Ok. Ça, non, mais on travaille normalement. De réflexion. Ah, c'est en cours de réflexion. Très bien. Alors, question suivante, madame. Oui. Oui, bonjour. En fait, je voulais savoir, donc, si nous sommes autorisés à rentrer dans la zone rouge avec un véhicule motorisé, je voulais savoir comment ça se passe concrètement. Parce que, vous savez, quand il y a beaucoup de monde, les véhicules n'arrivent pas à avancer et peuvent être aussi un peu déstabilisés par la foule. Donc, est-ce qu'il y a une forme de protection aussi du véhicule qui veut avancer, ou comment ça se passe? Merci. Oui, on va peut-être... Oui, madame. Je vois pas. Madame, oui, derrière.
Oui, bon. Est-ce que la nuit, on peut rentrer dans une zone rouge si on a un parking? Oui, alors une troisième question, s'il vous plaît. Oui, bonsoir, Madame la sous-préfète, Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs. Alors, j'ai le bonheur d'arriver en zone rouge. Alors, il y a trois questions. Pour la plateforme, j'ai compris qu'elle allait ouvrir mi-avril. Peut-être pourrez-vous préciser, mais ce n'est pas urgent, quelles seront les pièces nécessaires à fournir. Maintenant, j'ai deux autres questions importantes. J'ai compris que nous pourrions avoir, les habitants de la zone rouge, des dérogations. Mais il y a des dérogations aux dérogations, si j'ai bien compris, des exceptions aux dérogations pour la période des courses et pour la cérémonie d'ouverture. Alors, mes deux questions portent sur ces deux points-là. Les courses, donc, c'est le week-end du 10 et 11, donc a priori, on n'est pas trop impacté, mais il y a également des séances de familiarisation. Et je crois que sur le diaporama, il y a une erreur, c'est pas vendredi 6 août, c'est peut-être le vendredi 9 août. Enfin, le 6 août n'est pas un vendredi. Donc, est-ce que vous pourriez nous dire quelles seront les dates exactes des périodes de familiarisation durant lesquelles, malgré le laissez-passer, on ne pourra pas accéder à la zone rouge? Typiquement, est-ce que le 8 août, bon, ça m'intéresse le 8 août parce que le 9, je resterai chez moi, mais est-ce que le 8 août, on pourra circuler? Ce serait bien que nous ayons les dates exactes, outre le 10 et le 11, période des marathons, des périodes de familiarisation où on ne pourra quand même pas circuler malgré le laissez-passer. Et la deuxième question porte sur la cérémonie d'ouverture. Donc vous nous indiquez qu'on ne peut pas connaître, enfin que ce sera déjà plusieurs jours à l'avance, mais comment pourrons-nous, nous riverains, accéder? Alors je vous indique, bon, je travaille à Bercy, la secrétaire générale m'a fait passer une note et je suis invité à recenser mes 335 agents et tous les coller en télétravail, ceux qui ne seront pas en vacances. Et je peux vous dire que ça râle. Parce que pour les agents strictement indispensables au ministère, nous sommes invités à demander à la préfecture de police un laissez-passer physique. C'est-à-dire que les gens, pour rentrer à Bercy, devront avoir un laissez-passer. Je pense que ce sera la même chose ici, parce que nous sommes aussi sur les quais de Seine. Donc est-ce que les habitants, pour sortir et rentrer chez eux, je ne parle même plus en voiture là, auront besoin d'un laissez-passer physique? Voilà. En tout cas, c'est ce qui est la note du secrétariat général nous demande de recenser nos agents qui seront strictement indispensables pour accéder à Bercy. Je pense que ce sera la même chose ici, parce que nous sommes aussi sur la Seine. Voilà, merci. Et puis effectivement, après la douloureuse expérience du football, peut-être y aura-t-il des mesures prises pour éviter de transformer nos rues en Sanisette avec déambulation de viande saoule et bruyante toutes les nuits. Merci. Mais ça, ce n'est pas une question, c'est un souhait. Merci de vos questions et réflexions. Je vous passe la parole. J'ai encore une question. Oui. On répond aux questions et puis on prendra après. Encore Merci. une. Donc, sur les différentes questions, madame qui habitait à l'angle de la rue de la Fédération, de la rue 2C, pour moi, elle est en zone bleue, hein, cette zone-là, donc vous êtes en zone bleue. Donc, vous pouvez... Enfin, il n'y a pas de restriction. Oui. D'accord. Bon. En tout cas, alors, les employés, enfin, vos employés, qui viennent à scooter. Donc c'est un véhicule motorisé. L'idée, je ne peux pas vous dire on continue comme si la vie se passait normalement. On met en place des zones de restriction de circulation. Donc l'idée, c'est quand même de dissuader au maximum et pour qu'il y ait le moins de véhicules possible motorisés dans cette zone-là. Donc l'idéal, c'est qu'ils viennent en transport ou qu'ils n'arrivent pas avec leur scooter ou leur véhicule dans la zone. Après, sur des cas très particuliers, si on nous explique que ça dépend de la nature de l'entreprise, mais qu'il y a un besoin et que la personne ne peut vraiment pas faire autrement que venir en scooter motorisé, on regardera. Mais l'idée générale, la philosophie, c'est quand même de leur dire quand c'est possible d'éviter d'arriver à véhicule motorisé pour venir travailler. Voilà. Comment ? Et les fournisseurs, alors les fournisseurs, alors on est en train d'organiser ils sont dans les ayants droit, c'est-à-dire qu'il y a des créneaux de livraison sur lesquels on est en train de travailler avec inscription sur la plateforme. Voilà, ça fait partie des
des dérogations qu'on va accorder. Après, il y aura un impact au sens où il y a des moments où ce sera possible, et puis d'autres, quand on a les flux de spectateurs, non, c'est pas possible. Donc, il y a quand même un peu d'organisation à prévoir en amont pour rendre ça possible. Et puis, quand c'est des choses qui sont pas indispensables ou qu'on peut reprogrammer, on les reprogramme dans la mesure du possible. Si on est autorisé à rentrer en zone rouge en véhicule, comment on rentre concrètement, besoin de protection, etc. Bon, non, il n'y a pas besoin de protection particulière. On aura beaucoup de policiers au mètre carré dans les zones concernées. Donc ça va normalement bien se passer pour l'accès des véhicules des ayants droit ayant vocation à rentrer en zone rouge. Et la nuit, oui, on peut rentrer en zone rouge en véhicule sans dérogation quelle qu'elle soit, puisque les périmètres ne sont pas activés. Sauf si on considère le marathon de nuit, etc. Mais enfin bon, dans les cas classiques des activations de suite, il n'y a pas de difficulté. Pour la plateforme, les pièces nécessaires, alors ça va dépendre en fait des catégories d'ayants droit, les justificatifs dont vous allez avoir besoin, mais ce sera précisé très vite sur la plateforme. Sachant que quand on est dans l'urgence, hein, comme je le disais tout à l'heure, en fait, pour les vraies urgences, on n'aura même pas besoin de s'inscrire sur la plateforme. Quelqu'un qui nous dit qu'il va voir sa mère mourante en zone rouge et qui arrive avec sa voiture, bon, bah, on fera en sorte de le laisser pénétrer quand même dans la zone. Enfin, on essaye d'avoir une approche humaine des situations. Excusez-moi. Je continue sur les courses et sur Serres. Donc les dates, normalement, elles sont toutes connues. Elles sont sur le site de Paris 2024. Donc effectivement, le 9 août, c'est un vendredi. Peut-être qu'il y a une coquille. Et le jeudi 8 août, il doit y avoir une familiarisation puisque c'est le 8, le 9 pour les courses du 10 et du 11. Mais je vous invite vraiment à regarder sur le site, sur les différents sites internet. Pour Bercy, les agents, recenser les agents et les mettre en télétravail. Le jour de la cérémonie d'ouverture, honnêtement, ça ne me paraît pas absurde hein, comme recommandation. Ça ne dépend pas du ministère de l'Intérieur et c'est plus généralement... Oui. Je suis invité à recenser mes 335 agents. Je peux vous dire que ce n'est pas simple. Toute la semaine, à compter du 22. Qui vient, qui ne vient pas, en collant le maximum de gens en télétravail, ceux qui ne sont pas déjà en congé, qui n'ont pas déjà fui Paris. Et à cet égard, j'en ai déduit que chez nous aussi, ça va être pareil. Je dois demander à la préfecture de police, à vos services, pour les agents dont la présence est strictement indispensable et nécessaire, des laissez-passer pour les piétons. Non, en sera-t-il de même pour les habitants? Parce que moi, on ne peut pas vivre en télétravail, on peut travailler en télétravail, mais on sera bien obligé de sortir, de rentrer de temps en temps. Voilà. Il n'y a pas de pour les piétons, il n'y a pas de restriction. Hein. Il n'y a pas de restriction. On n'est pas dans... Peut-être que le parallèle est fait à tort avec la période du Covid et du laisser-passer, mais le piéton qui est en zone rouge... s'il est résident, la liberté d'aller et venir, c'est quand même un grand principe en France dans notre droit. Et voilà, donc vous pourrez aller, il n'y aura pas de justificatif pour circuler en piéton, hein, en zone rouge, qu'il s'agisse du 15e arrondissement, pour accéder au site de Bercy. Bon. Simplement, non, mais Bercy, je m'en fiche. Enfin, Bercy, je gère, mais c'est pour chez moi, c'est-à-dire ici, chez nous, c'est ça qui m'intéresse. J'ai fait un parallèle, peut-être trop rapidement, mais j'ai fait un parallèle. Bon, merci monsieur. Je crois que vous avez déjà eu une réponse. On va peut-être passer aux questions suivantes, parce qu'il y a beaucoup de questions. Je voudrais vous poser une question. En effet, alors quand on habite à un endroit, par exemple l'avenue de Suffren, l'avenue de la Motte-Piquet, etc., il faudra s'inscrire sur la plateforme numérique. Alors, il faudra donner des preuves, titre de propriété, etc., et les autres membres de la famille, j'imagine, devront présenter leur livret de famille. Parce que si on tombe sur un préposé qui est un petit peu récalcitrant, on ne pourra pas rentrer à la maison. Par ailleurs, quand on a un parking sur l'avenue de Suffren ou bien ailleurs, qui est un tout petit peu éloigné, à 50 mètres, disons, de notre habitation, il peut être pratique d'aller chercher la voiture et pour éventuellement partir à la campagne.
est-ce qu'on pourra prendre cette voiture? Par exemple, on a au 22 avenue de Suffren, il existe un parking qui est à la fois public pour l'hôtel Pullman et privé pour quelques propriétaires dont nous faisons partie. Alors, pourra-t-on utiliser ce parking donc, de l'hôtel Pullman? Par ailleurs, pour terminer, ce laissez-passer numérique qui nous permettra de circuler en tant que piéton et en tant qu'automobiliste sans toutefois vouloir déranger trop les Jeux Olympiques, est-ce que ce laissez-passer sera quelque chose qu'il faudra utiliser rapidement, c'est-à-dire de camp à camp, hein? Et est-ce que la nuit, on pourra utiliser le véhicule sans être contrôlé? Merci de vos réponses. Merci monsieur pour votre question. Une autre question? Bonjour madame. Voilà, madame la préfète, je suis désolée, mais vous connaissez peut-être pas le quartier, mais la zone rouge et la zone bleue, c'est quatre stations de stationnement résidentiel. C'est 4 parties en zone rouge et en zone bleue. Donc si vous ne trouvez pas de manière à ce que nous puissions garer nos voitures, comment nous faisons? Nous prenons une contravention toutes les 2 heures, parce que dans votre zone rouge, si c'est comme pour l'Euro, nous n'allons pas pouvoir ni nous garer, parce qu'il n'y aura pas de voitures. Ça, vous avez peut-être omis de le dire. Dans la zone rouge, il n'y aura même plus de voitures. Donc dans la zone bleue, c'est uniquement on pourra se garer. Donc comment fait-on si vous habitez comme moi, avenue Charles Floquet, 7F, 7E, 15E, 15F, c'est exactement votre carte. Où est-ce qu'on se gare? Combien je fais pour payer? Ça, c'est la première chose. Alors, je sais qu'on est à 4 mois des Jeux Olympiques, mais je vous aimais que vous puissiez nous donner la réponse avant 4 mois. Parce que je l'ai déjà demandé au préfet lors d'une réunion à la mairie du 7e, il n'en avait aucune idée de changer le stationnement. Alors, si, bien sûr, on n'a plus de place à Paris, il faudrait quand même prévenir les gens, parce qu'on est peut-être dans le 7e, on n'a peut-être pas tous des vélos, et puis on n'a peut-être pas tous un parking. Et ensuite, comme vous le savez, il y a des gens qui sont assez âgés dans le 7e. Dans mon immeuble, je pense qu'il y a 7 personnes qui ont plus de 90 ans. Donc, quand vous voyez la zone rouge et que vous leur dites, vous pouvez marcher, eh bien, écoutez, faites le tour du Champ de Mars. Avec personne de 97 ans, vous allez voir. Merci madame. Attendez, ensuite, j'ai une autre question. Quelle est la date du passage de la flamme olympique dans notre quartier? Est-ce qu'elle passe et quand? Date flamme olympique, je crois que c'est les 14 et 15 juillet. Mais bon, 15 juillet. Donc on a 2 questions, peut-être encore une 3e question. Oui, bonjour. Je voulais juste vous demander, donc moi je suis en zone rouge, si je pars en vacances et que je veux prendre un taxi ou un VTC, est-ce que c'est possible? Comment ça va se passer? J'ai une valise, je vais aller à Orly, comment je fais? Le 8 août par exemple, comment je fais? Ils pourront venir ou pas? Je ne vous vois pas, madame. Vous m'avez entendu? Ah, voilà, oui. Vous avez entendu ma question? Oui, alors on va passer aux réponses alors. Merci. Alors, les laissez-passer numériques de camp à camp, a priori, mais ce n'est pas encore complètement défini, ça couvrira l'intégralité de la période des Jeux Olympiques. Donc voilà, il faut avoir en tête que la cérémonie d'ouverture c'est le 26, mais je crois qu'on a une épreuve le 24. Il y a des épreuves qui commencent le 24-25. Sur la question des 4 parkings en zone rouge et en zone bleue, avenue Charles Floquet, oui, c'est précisément ce que je disais tout à l'heure. On essaye de travailler à identifier des zones à proximité, idéalement, où on pourrait avoir du stationnement pour les riverains, mais ce n'est pas simple. Donc on y travaille. Je peux malheureusement pas vous faire une réponse certaine à date sur les lieux de ces parkings. En revanche, sur les taxis et les VTC, effectivement, j'ai oublié d'en parler, les taxis et les VTC vont avoir le droit de rentrer en zone rouge lorsqu'ils pourront justifier du fait qu'ils vont chercher une personne, donc ils ont réservé une course, soit ils viennent déposer une personne, un riverain, soit ils viennent en récupérer un.
il y a des justificatifs pour prouver cela. Ce qu'ils n'ont pas le droit de faire, en revanche, c'est la maraude. On ne veut pas qu'ils maraudent dans les zones rouges puisque c'est contraire à l'objectif qu'on s'est fixé. En revanche, si vous avez besoin de vous déplacer, effectivement, vous pourrez réserver un taxi ou un VTC. Le relais de la flamme passe dans tous les arrondissements parisiens. On vient d'afficher le tracé que vous trouvez également sur les sites internet. Et donc vous voyez, donc le 14 juillet, c'est en Île-de-France. Le 15, c'est à Paris. Selon le schéma là à Paris aussi, mais c'est pas ici. Ouais, c'est plus resserré. Donc vous êtes concerné par le 15 juillet. 15 juillet, oui. Voilà. Merci beaucoup. Une autre série de questions. Oui, monsieur, devant. Oui. Le micro, s'il vous plaît. Moi, j'ai une question. Ah, oui, madame, allez-y. Excusez-moi, j'ai une question très rapide. Oui. C'est ces restrictions et les restrictions de parking, à partir de quelle date vont-elles intervenir? Est-ce que c'est la veille des événements ou est-ce que c'est plusieurs jours avant? Merci, monsieur. Oui, cette question du stationnement résidentiel, en tout cas pour la zone rouge, je pense qu'elle est très problématique et je ne vois pas très bien comment vous pouvez la résoudre. Hormis peut-être une solution, il faut se rappeler de ce qui se passait il y a 4 ans, c'est que le stationnement résidentiel était gratuit pendant le mois d'août. Et donc, est-ce qu'au niveau politique ou administratif, est-ce qu'on ne peut pas s'organiser pour que le stationnement résidentiel dans le 15e arrondissement ou dans les zones concernées soit gratuit pendant la période des Jeux Olympiques? Ce qui permettrait le déport des voitures hors zone rouge sans avoir à se poser la question de la zone en question. Voilà, c'est juste. Très bien. Merci, monsieur. Une troisième question. Oui, du coup, moi j'ai 2 petites questions. La première, c'est concernant la zone bleue. Vous avez dit qu'il allait avoir des contrôles, à l'entrée, vérifier si on est bien riverain. On justifie ça comment? C'est juste, on dit j'habite là, du coup j'ai le droit de passer? Ou est-ce qu'il faudra rien? C'est juste, ok, si on est contrôlé, on dit qu'on est. Et la deuxième question, c'est concernant le 14 juillet. Est-ce que vous avez des informations concernant le feu d'artifice, si ça sera maintenu autre part ou qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que je pourrais sortir et m'amuser avec des amis? Merci, monsieur. Madame, je vous repasse la parole. Alors, les restrictions de parking, à partir de quelle date? En fait, il y a plusieurs choses dans votre question parce que lors des phases de montage, on va aussi avoir le long et en tout cas à proximité des sites du COJO, je ne sais pas si vous souhaiterez compléter, mais en réalité, il y a déjà un impact aussi sur les parkings à partir de cette date-là. Je ne peux pas vous dire que dans toute la zone rouge, on aura des interdictions de stationnement partout. C'est pas vrai. En revanche, dans le travail qu'on est en train de faire d'identification des voies dites structurantes, concurrentes, des voies de délestage, des zones d'approche, effectivement, sur ces zones-là, on prendra des arrêtés d'interdiction de stationnement de véhicules. Ça ne concernera pas toutes les rues, mais ça concernera un certain nombre de rues. Le stationnement résidentiel gratuit en août, ça ne dépend pas de ma compétence, donc je fais une passe arrière et je ne répondrai pas sur cette question-là. Les zones bleues, les contrôles à l'entrée. Alors, aux zones bleues, vous aurez effectivement des contrôles de police. On demandera un justificatif si vous voulez accéder... votre question, c'était quoi, monsieur, sur la zone bleue? Parce que la zone bleue, il n'y a pas de... c'est juste, j'avais cru comprendre qu'il y avait des barrages à l'entrée des zones bleues. Ah oui. Du coup, on fait comment pour entrer? Oui, il n'y a pas de QR code. En fait, même pas, on ne peut pas employer le terme QR code d'ailleurs, parce qu'on ne sait pas encore exactement quelle forme ça prendra. Donc, non, il n'y a pas d'inscription sur la plateforme pour rentrer en zone bleue. En revanche, comme on essaie d'éviter le transit, il faut effectivement... si vous travaillez en zone bleue, par exemple, et que votre entreprise a un parking et que vous allez donc en véhicule en zone bleue, pas besoin de s'inscrire sur la plateforme. En revanche, on va vous dire justificatif. Il faudra que votre employeur justifie le fait que vous venez travailler à telle heure. Voilà.
14 juillet, je n'ai pas encore le programme des festivités de la ville de Paris définitif. Il y a plusieurs scénarios envisagés. Il devrait y avoir quelque chose, mais ce n'est pas encore défini. Par ailleurs, on a aussi à cette période-là, ce qui est compliqué pour nous à gérer en termes de sécurité, la finale de l'Euro potentiellement. Et donc le 14 juillet, c'est assez dense en termes d'événements potentiels. Merci madame. Les 3 dernières questions peut-être sur ce sujet. Oui, madame. Pardon, juste, est-ce qu'on aura accès aux présentations que vous nous avez faites ce soir? Enfin, les PowerPoint, revoir les zones, par exemple, les phases de construction, les dates exactes, etc. On aura accès à ce support? Alors, tout est déjà sur les sites Internet. Cela aussi? Oui. Ah, d'accord. Sur le site de la mairie de Paris? Oui, oui. Normalement, tout ce qu'on a mis là, c'est tout déjà accessible. Merci. Il y a encore des questions. Oui, madame. Oui, volontiers, bonsoir. D'abord, en fait, j'ai 2 questions. La première, peut-être pour Monsieur JO 2024, peut-être sa définition de l'accessibilité des espaces verts du Champ de Mars, parce qu'il nous a expliqué la fermeture des pelouses, mais est-ce que ça veut dire que vous jugez qu'actuellement c'est accessible? Alors visuellement, ça l'est effectivement, mais moi, je ne sais pas, je vais au Champ de Mars tous les jours et pour moi, ça ne l'est déjà plus. Toutes les pelouses sont fermées, sont grillagées. Premièrement. Deuxièmement, alors je suis peut-être un tout petit peu hors sujet, mais est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur les fameux 185 km de restriction de circulation de voies olympiques et confirmer que cela démarrerait bien au 1er juillet? Je vous remercie par avance. Merci madame. Est-ce qu'il y a encore... Oui, madame, devant. Oui. Oui, mais je vais te passer le truc. Non, moi, je voulais juste parler par rapport à la circulation. C'est-à-dire qu'on nous dit que la ligne 6 et 8 sera impactée pendant les Jeux Olympiques. Et c'est vrai. Et puis, et adapter nos horaires de sortie. Mais par rapport à quoi? Parce que, je veux dire, conseiller aussi les gens de télétravailler ou rester chez eux. Mais en même temps, je me dis, mais comment on fait si... Bon, vous avez parlé des urgences, il n'y a pas de problème et tout. Mais quand on nous dit adaptez vos horaires par rapport à ça, parce que les métros seront bondés, parce qu'il y aura des joueurs ou des spectateurs. Et nous, qu'est-ce qu'on devient par rapport à ça? Merci madame. Encore une dernière question. Monsieur, oui? Oui, 2 petites questions. La première, qui a à voir avec les Jeux Olympiques, c'est tous les problèmes de pickpocket et de vendeurs à la sauvette qu'il y a dans tout le quartier, qui ne donnent pas forcément une bonne image, des problèmes de sécurité. Est-ce qu'on ne pourrait pas, en frappant de manière systématique, faire que ce phénomène s'ennuie, qui peut donner une très mauvaise image, outre l'inconfort pour les gens du quartier, une très mauvaise image de Paris dans le monde entier? Et puis la deuxième question plus positive, j'allais plusieurs fois, je suis même élu au Salon de l'Agriculture, on avait quand même un bel exemple de la Ferme France. Est-ce qu'on profite justement du JO pour faire quelque part un beau marché, des beaux produits locaux français qui pourraient être vus par tous les journalistes du monde entier et donc faire connaître à la planète entière? Bien, merci beaucoup. Je vous repasse la parole, madame. Non. Voilà, j'ai juste une dernière question. Oui. Parce on parle beaucoup de tous les gens qui sont des bienheureux, qui ont des voitures. Et pour ceux qui n'en ont pas, et qui n'ont plus l'âge de circuler à vélo, ni en patinette, ni en patin à roulettes, les bus commencent déjà à être déviés. Hein, heureusement, la mairie du 7e nous a donné le 11 janvier les déviations des bus 69, 86, qui déjà ne vont plus partir du Champ de Mars, mais de l'autre côté du Champ de Mars. Le 82, pour l'instant, on ne sait pas, donc j'ai bien compris que la RATP avait refusé votre invitation et qu'elle viendrait, j'espère, le 22 mai nous expliquer... Oui, alors, juste une petite précision, je me suis trompé, c'est le 14 mai. 14 mai. Donc rectifiez dans vos agendas, c'est le 14 mai à 18h, 18h30. Ouais. D'accord, parce que pour l'instant, on n'a pas d'informations sur ce que devient la ligne 82, la ligne 30 et les autres bus. Et... Bon, le RERC, j'ai cru comprendre qu'il y aura quand même un impact sur les stations du RERC et du métro, et que les gens qui ont, et ça a été rappelé tout à l'heure, la moyenne d'âge de la population du 7e et du 15e,
Elle n'est pas toute jeune, même si on n'a pas 97 ans. Quand on a des difficultés à marcher, ça ne va pas être simple à gérer pour nous tous. Alors j'avais une dernière question. Il y a des stations de taxi très bien à l'hôtel Pullman, à Cambronne, à Maude-Piquet. Est-ce que ces stations de taxi vont rester ouvertes en libre service, comme elles sont très accessibles aujourd'hui, ce qui, quand il y a une pénurie de transports en commun ou des métros blindés, est quand même très utile? Ou est-ce qu'il faudra appeler un taxi de chez soi, ce qui nous coûte plus cher? Voilà. Merci beaucoup. Donc, pour la première question, Madame Lavieille, je vais vous laisser la parole, et ensuite Madame Tissandier pour les questions sur le transport. La première question, c'était sur les voies réservées olympiques. Alors, les voies réservées olympiques, c'est les voies pour la famille olympique, les athlètes, puisque dans les engagements que l'on prend lorsqu'on accueille les Jeux olympiques, il y a cette condition de pouvoir acheminer en 20 minutes les athlètes à tous les sites de compétition. Pourquoi ? Parce que sinon ça met en péril en fait la bonne tenue des JO si les épreuves ne commencent pas à l'heure tout simplement. Et donc les voies olympiques, elles répondent vraiment à cet objectif-là. Dans les voies olympiques, on a très très peu d'autres véhicules qui vont pouvoir circuler, les véhicules de secours et d'urgence bien entendu, mais c'est vraiment très restrictif. Et d'ailleurs, il y a plein de demandes de dérogation qui nous sont accordées et on dit non parce qu'il ne faut pas perdre l'intérêt, le but initial de ces voies olympiques. Sur les questions de sécurisation, pickpocket, vendeurs sauvettes, etc., je disais au maire qui vous avait payé pour poser cette question, monsieur, non, je plaisante, non, mais on y travaille très sérieusement. On en discute beaucoup avec les équipes de la mairie du 15e arrondissement, avec les équipes du commissaire central. Oui, il y a une problématique de pickpocket, vendeurs à la sauvette, Champ de Mars, Trocadéro, Tour Eiffel. C'est un site sur lequel on investit énormément d'effectifs et de moyens. Je vois Dedeline de la tête, mais c'est vrai, moi tous les matins je reçois les comptes rendus des effectifs qu'on a engagés en sécurisation sur Trocadéro, Champ de Mars, Tour Eiffel, et je peux vous dire qu'ils sont nombreux et que tous les matins on a le nombre de kilos de saisie des dernières 24 heures, le nombre de personnes interpellées, le nombre de personnes déférées, etc. Et donc on ne lâche pas notre pression. À l'approche des Jeux Olympiques, on va déployer ce qu'on appelle le plan tourisme XXL. Tous les étés on active un plan tourisme en mettant encore plus de moyens sur les secteurs touristiques à Paris. Évidemment, le Champ de Mars en fait partie. Là, on va déployer aussi les grands moyens pour essayer d'améliorer la physionomie autant qu'on peut le faire. J'ajouterais aussi que dans les transports, on ne le dit pas beaucoup, mais dans les transports, on a une action aussi très forte parce que la délinquance dans les transports nous préoccupe. Il va y avoir des flux importants, comme vous l'avez souligné à plusieurs reprises. Et donc là aussi, en termes de nombre de patrouilles, on va exploser ce que l'on fait d'habitude dans les transports. Madame qui a attiré mon attention sur effectivement les personnes qui ne se déplacent ni en voiture, ni à trottinette, ni à vélo. Alors, on a un travail qui est engagé avec la RATP sur les lignes de bus. Je ne peux pas vous répondre précisément aujourd'hui puisque on est en train de voir justement quelles sont les lignes qui doivent faire l'objet de déviation, quelles sont les lignes qui peuvent être maintenues. Tout ça prend un peu de temps. On ne peut pas dire qu'il y a des lignes plus sensibles que d'autres, c'est pas vrai, parce que tout dépend de l'endroit où vous habitez, etc. Simplement, il y en a qui sont plus usitées, plus fréquentées que d'autres, et donc on essaye d'avoir une approche pragmatique avec la RATP, mais le travail n'est pas assez abouti pour que je puisse vous en parler aujourd'hui. Et les stations de taxi Pullman Cambronne, c'est une très bonne question. On va vérifier parce que je ne sais, il y a certains endroits qui sont utilisés par le COJO. Donc je vais vérifier et on vous fera un retour via la mairie sur ce point précis. Oui, alors moi je dirais juste un petit mot sur les transports et notamment les bus. Sachez que le maire est extrêmement vigilant sur ces questions. Il y a un travail qui est fait, comme l'a rappelé Madame la préfète, en lien avec Île-de-France Mobilité et la RATP. Nous avons des réunions de travail pour justement essayer de limiter au maximum l'impact de l'absence de circulation de bus sur le 15e, qui est quand même un énorme arrondissement extrêmement bien maillé par le réseau de bus. Et on sait combien c'est important pour un certain nombre de personnes. Donc
Donc soyez vraiment très, très, très assurés de toute notre mobilisation là-dessus. Et d'ailleurs, le maire l'a rappelé au préfet de police en lui disant qu'il lui ferait remonter une liste s'il y avait, pour le coup, des suppressions qui étaient trop impactantes pour l'arrondissement. Je rebondis aussi sur le sujet des produits en France. Nous avons une marque qui s'appelle Produits en Île-de-France. Monsieur le maire n'en a pas parlé, mais ça fera peut-être l'objet d'un autre conseil de quartier. Mais il va y avoir une zone d'animation pendant les Jeux sur le parvis de la mairie. Et nous avons la possibilité, nous regardons, de faire venir des produits de la marque en Île-de-France pour justement faire rayonner nos agriculteurs du bassin francilien. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc nous allons passer au dernier sujet. Oui, alors effectivement, à cette réunion a été convié M. Fleureau, qui s'occupe de la propreté, pour présenter le dispositif spécifique aux Jeux Olympiques. C'est-à-dire, notamment, c'est la question que posaient les conseillers de quartier dans la réunion de préparation, la collecte des ordures. Comment va-t-elle se passer en zone rouge, en zone bleue, quels horaires, est-ce que ça va avoir lieu tous les jours, et est-ce qu'il y a aussi des équipes renforcées pour le nettoiement des rues, voilà. Merci. Est-ce que c'est possible de mettre le PowerPoint ? Ça vous dérange pas, monsieur, peut-être juste à la fin, après la présentation de monsieur Fleureau ? Merci. Est-ce que c'est possible de mettre la présentation, s'il vous plaît ? Ce que je voulais vous dire en introduction, c'est d'abord que le service de propreté, à l'instar des habitants du quartier, il doit s'adapter, et même si c'est pas simple, on va le faire, on n'a pas le choix. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Et la deuxième chose, c'est que les informations que je vais vous donner, elles sont à ce stade des hypothèses de travail. Plus on approche de la période des JO, plus ces hypothèses vont devenir des réalités, et les choses peuvent évoluer en fonction des directives que la préfecture nous donne ou la DGJOP nous donne, puisque, comme vous, on doit s'adapter à ces contraintes. Les contraintes, vous l'avez bien compris, c'est des fermetures de voies qui sont parfois provisoires, parfois hermétiques, et ça, nous, on va s'adapter, et comme vous, on suit les informations que donne la préfecture sur ces restrictions. Est-ce que c'est possible de... Voilà. En fait, je vais commencer mon propos sur les problématiques de la collecte, et ensuite les problématiques sur la propreté. Sur la collecte, en fait, il y a différentes problématiques. Il y a l'accès, la collecte pendant les périodes des JO, des épreuves qui sont sur le site, du cluster du Champ de Mars, où là, la collecte se déroulera normalement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ce qu'on appelle les road events, les différentes courses et les différents événements dont la cérémonie d'ouverture en fait partie. Là, selon les restrictions de circulation, selon les prescriptions que va nous donner la préfecture, on pourra collecter ou pas. Par exemple, le jour de la cérémonie d'ouverture, il n'y aura pas de collecte dans l'ensemble de l'arrondissement. Et c'est la même chose dans tous les arrondissements qui sont le long de la Seine. Ce n'est pas spécifique dans le 15e. Ensuite, selon certains événements, donc ici dans le 15e, on est impacté par les épreuves du marathon. Donc le jour du marathon, il faut savoir que la collecte dans le 15e, c'est le soir. Donc nous, on est impacté pas par les épreuves de marathon olympique, mais par le marathon pour tous. Donc vous voyez bien dans la slide qui est présentée, votre quartier, il ne pourra pas être collecté ce jour-là. Et même une bonne partie du 15e. À vue de nez, peut-être la moitié du 15e ne pourra pas être collectée. Alors, quelle décision on prendra
ce jour-là, sur le périmètre exact du 15e qui ne sera pas collecté, ça sera en discussion. Mais dans votre quartier, on ne pourra pas le faire. Alors bien sûr, ça a des enjeux pour nous en termes de communication, parce que l'objectif, c'est d'éviter qu'il y ait des personnes qui présentent des bacs alors qu'ils ne doivent pas le faire. Pour autant, on est bien conscient qu'il y a un certain nombre de producteurs, notamment des restaurants, des commerces et autres, ou même parfois des personnes qui n'auront pas eu l'information, qui vont quand même sortir leur bac et qui ne peuvent pas se permettre d'avoir des jours sans collecte. Donc nous, on a prévu quand même des dispositifs ad hoc pour qu'il y ait, quoi qu'il arrive, des collectes exceptionnelles. Mais le principe, c'est que le jour de la cérémonie d'ouverture et le jour où là c'est tout le 15e, et pour certains événements, dont le marathon et une des courses en ligne, il y ait une partie du 15e qui ne sera pas collectée. Est-ce que c'est possible d'avancer un petit peu le... Non, je me permets de poser une question. Bon, d'abord, je n'accepte pas ce dispositif, et d'une, sachons-le, donc je monterai au front, parce que c'est complètement fou de ne pas collecter un arrondissement de 240 000 habitants, parce qu'il y a une petite partie qui est impactée par les jeux. Donc, c'est pas d'accord. Et deuxièmement, si effectivement une partie n'est pas collectée, ce que je peux comprendre hein, sur les zones concernées, est-ce que dès le lendemain, il y aura des bennes supplémentaires pour assurer une double collecte? Parce que sinon, ça veut dire qu'il y a des poubelles qui vont traîner dans la rue pendant des jours et des jours avec des déchets partout, les caniveaux pleins de salissures. Enfin, on sait ce que c'est quand il y a une grève ou un mouvement de ce type. Donc voilà la question que je voulais poser aussi. Alors, effectivement, c'est marqué il y a des rattrapages les lendemains des jours de fermeture. En fait, je tiens à préciser que c'est que le jour de la cérémonie d'ouverture qu'il n'y aura pas de collecte. Et ça, c'est pas un choix de la... Je ne vois pas pourquoi, le jour de la cérémonie d'ouverture qui ne concerne que la Seine, pourquoi il n'y aurait pas de collecte dans le reste du 15e. Enfin, ça n'a aucun sens. C'est une prescription qu'on nous a imposée. C'est pas un choix. Ça n'a aucun sens. Un arrondissement de 240 000 habitants. C'est inacceptable. Comme d'ailleurs, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez fait une proposition concernant la gratuité du stationnement pendant les Jeux. Effectivement, ça, ce serait une excellente initiative que pourrait prendre la mairie de Paris. Alors, bon, ce que... Alors, ce que je rappelle, hein, c'est que par contre, les jours en dehors des road events, comme vous, les habitants, on aura les mêmes obligations de collecte, d'accès sur les zones bleues et rouges, et on fera le nécessaire pour pouvoir accéder à ces zones. On a aussi des prescriptions pour avoir des véhicules spécifiques enregistrés, etc. Nos personnels devront aussi être enregistrés. C'est beaucoup de contraintes, mais on s'y pliera évidemment pour que l'ensemble de l'arrondissement et votre quartier soient collectés. Bon, je ne vais pas revenir sur le cluster par des expos. Ce qui est certain, c'est que sur ces zones rouges, on va mettre en place, on peut y accéder, mais sur des horaires bien précis. Et on va changer nos parcours habituels, pas les horaires, hein, pour ne pas perturber les personnes qui sont chargées de sortir les bacs, parce qu'on a l'autorisation d'y accéder, mais sur un minimum de temps. C'est les prescriptions de la préfecture. Donc dans la zone rouge, ça sera entre 21h et 22h. Pour l'instant, c'est des hypothèses de travail, hein, ce n'est pas encore totalement validé. Comme je vous l'ai indiqué, les jours où il y aura des endroits où on ne pourra pas collecter, on mettra des moyens ad hoc pour y accéder, quoi qu'il arrive, quel que ce soit à des horaires où la préfecture nous autorisera à accéder. Sur la propreté.
Alors là, a priori, je peux vous rassurer. A priori, on va mettre beaucoup de moyens pour que votre quartier, et même une très large partie du 15e arrondissement, soit extrêmement bien entretenu. Concrètement, nous, on a mis en place ce qu'on appelle des différents types de périmètres. Nous, on parle de périmètre or et argent. Dans le 15e, les 2 tiers sont en or et une petite partie en argent. Concrètement, on va, dans les mois qui précèdent les JO, on va faire des relevés via l'application Dans ma rue de tous les dysfonctionnements sur la voie publique. Et dans les semaines qui précèdent, on va faire, excusez-moi pour l'anglicisme, ce qu'on appelle un deep cleaning, c'est-à-dire un nettoyage approfondi en français. Et par ailleurs, on va identifier, on va cartographier tout ce qu'on appelle les points noirs récurrents, qui feront l'objet d'une surveillance spécifique. Et par ailleurs, pendant la période des JO et des JO paralympiques, on va mettre une surveillance active, c'est-à-dire qu'on aura en permanence des agents qui vont circuler pour faire des signalements et pour qu'il y ait une intervention dans les 3 heures suite à ces signalements. Donc ça passe par des équipes ad hoc, on appelle ça les teams olympiques, je vais vous les présenter, qui seront des équipes dédiées dans le quartier. Donc les teams olympiques, ça va être 160 agents sur Paris. Dans le 15e, on est concerné par 2 teams. La team qui est basée à Jean-Bouin, qui interviendra à Porte de Versailles. Et ici, dans le quartier, on sera concerné par une team qui sera basée au gymnase Fédération. Donc à chaque fois, il y aura 40 agents dans ces teams. Et ils interviennent du matin au soir, puisqu'on a 3 équipes à chaque fois. Une du matin qui commence à 6h et une autre qui finit le soir à 1h30 du matin. Donc, a priori, toute la journée, il y a des équipes qui sont susceptibles d'intervenir pour assurer la propreté du quartier. Merci, voilà. beaucoup. Merci beaucoup pour votre intervention. Je voulais juste reprendre votre question, monsieur. Parce que nous avons dans ce périmètre, nous avons une église qui s'appelle Saint-Léon. Comment vont se passer la circulation des... Ah ben, j'ai de la voix. Bon, que tout le monde a entendu. Dans cette partie, il y a Saint-Léon, et il y a des enterrements, et il y a des mariages. Les gens viennent à pied, mais les gens viennent en voiture. Comment vont-ils circuler ? Il faut choisir le moment pour mourir. Ah ben, vous commencez déjà. Oh là là. Voilà les dégâts que vous provoquez. Quand on parle d'enterrement... Voilà, je provoque un cataclysme. C'est pas les vers, il n'y a pas des vers. Sinon, il n'y aurait pas de vers. Merci beaucoup pour votre question. Merci. Alors Saint-Léon, l'église Saint-Léon. Donc, sauf erreur, elle est en périmètre bleu. Bleu. Donc, elle est en périmètre bleu, donc vous pouvez y aller, y compris en véhicule motorisé, sans dérogation sur la plateforme.
Par ailleurs, ça me permet de préciser pour en fait, les cas de force majeure, un enterrement, et bien évidemment que on fera, oui, ça vient de partout, mais on fera en sorte. Là, honnêtement, en périmètre bleu, il n'y aura pas de difficulté. Un enterrement, vous avez une bonne raison d'aller à l'église. Enfin voilà. Oui, bien sûr, mais oui, mais ils vont dire aux barrages qu'ils se rendent aux obsèques de Monsieur ou Madame Intel à l'église Saint-Léon, et donc on laissera passer. Hein, voilà, enfin, honnêtement, pas d'inquiétude sur ce sujet-là. Bon, oui, madame, allez-y. 2 ou 3 questions, oui, allez-y. Attendez, le micro, voilà. Moi, je voudrais vous parler, Monsieur Fleureau. Votre démonstration, elle est bien mignonne, mais comment vous faites pour faire votre surveillance, puisque vous dites que vous allez vous occuper de ça, vous allez devoir embaucher sûrement, parce qu'on a déjà pas mal de difficultés. D'autre part, moi j'habite dans le coin de Beaugrenelle, quand le week-end, les poubelles débordent de partout, comment vous allez faire quand il va y avoir beaucoup de monde partout aussi, et comment vous allez faire aussi, vous allez devoir rajouter certainement des poubelles dans les immeubles, partout, si vous ne ramassez pas régulièrement pour X raisons. Oui, peut-être encore. Est-ce qu'il y a d'autres questions? 2, 3 questions maximum? Oui. J'ai posé des questions tout à l'heure, mais je n'ai pas eu les réponses. Alors c'était juste pour vous demander les réponses. Je vous remercie. Rappelez-nous vos questions. Rappelez-nous la question, monsieur, si vous... Alors, je vais vous rappeler. Rapidement, parce qu'on a d'autres questions. Oui, alors, comment fait-on quand on a un appartement et un parking à des adresses différentes? Quelles pièces doit-on donner? La famille qui veut accéder au parking et à l'appartement doit-elle présenter titre de propriété, donc livret de famille? Oui. 2, le garage qui se trouve à l'hôtel Pullman et qui est un parking public sera-t-il ouvert? Les propriétaires qui ont des places dans ce parking de l'hôtel Pullman pourront-elles déplacer leurs véhicules pendant cette période? De quand à quand les laissez-passer numériques seront-ils indispensables? Et pourra-t-on, la nuit, circuler sans contrôle? Merci, monsieur. Merci. Mais je crois que les réponses ont déjà été apportées, je crois. Madame, oui. Oui, bonsoir. Je voulais revenir sur la vente de boissons non alcoolisées sur le Champ de Mars. C'est ce que j'ai entendu tout à l'heure. Donc pourquoi ne pas travailler en amont et limiter la vente de ces boissons alcoolisées qui émanent des supermarchés, des grandes surfaces, puisqu'en plus ils sont pourvoyeurs des vendeurs à la sauvette. Et donc comme on était aussi dans cette propreté parisienne qui va être entachée, c'est une suite logique. Et donc si on ne prend pas des mesures un peu plus restrictives sur cette vente de boissons alcoolisées, on va avoir les débordements que l'on connaît lors de manifestations sur le Champ de Mars. Merci. Alors, je vais répondre à madame sur la question des collectes et de la propreté. Bonsoir. Je suis très inquiet par les renforcements de personnel pour les services de voirie. Juste pour un petit rappel, notre résidence a été détériorée par 4 fois sur ses pierres de parement par les services de voirie. 2 dépôts de plainte ont été faits au niveau de la préfecture de police, du commissariat de police. En aucun cas, déjà il a fallu batailler pendant des mois pour avoir le nom du responsable, de la personne à la tête des services de voirie, pour s'entendre dire que de toute façon, il fallait apporter une preuve de flagrant délit. Je voudrais... Les dépôts de plainte auprès du commissariat ont apporté les dates, les preuves, les photos,
même des morceaux de rouille aux couleurs des matériels au sol. Et en aucun cas, on nous a dit circuler, il n'y a rien à voir. Alors, j'aimerais savoir en quoi vous êtes dispensé de reconnaître les fautes de votre personnel, surtout lors du renforcement du personnel pendant les JO. Attendez, bon, allez-y si vous voulez répondre, mais je ne sais pas si vous êtes compétent pour répondre, parce que c'est la voirie, c'est pas le lieu pour répondre à cette question. Donc, je vais répondre à la question de Madame. Effectivement, il va y avoir des équipes ad hoc via d'abord la restriction du nombre de congés et par la mobilisation d'heures supplémentaires exceptionnelles. Donc c'est des équipes spécifiques supplémentaires qui vont intervenir. Donc il y aura 2 équipes de 40 personnes qui vont être mobilisées, l'une plutôt sur la partie sud de l'arrondissement et une autre sur la partie nord de l'arrondissement. Pour la collecte, je rappelle qu'elle va continuer, à part pour la cérémonie d'ouverture et peut-être de façon plus limitée dans certains quartiers du 15e arrondissement, elle va continuer à avoir lieu tous les jours. Par ailleurs, M. Semel m'avait transmis des questions sur la mise en place de mobilier spécifique. Donc là, je n'ai pas répondu à cette question parce que je n'ai pas encore d'éléments précis sur ce point, mais en tout cas, on en dispose. De même, éventuellement, il y aura des sanisettes, mais pour l'instant, je n'ai pas d'éléments précis sur leur localisation. C'est pour ça que je n'ai pas abordé ce sujet. Mais en tout cas, on les a conçus, on les a commandés, mais on n'a pas encore, ça il faut qu'on y travaille avec la DGJOP, les endroits précis où on va les poser. Mais il y en aura, et ce que je tiens à préciser, c'est que nos agents, j'ai oublié de le dire, ils ne pourront pas accéder forcément pendant les périodes de propreté, ils ne seront pas véhiculés, ils seront en vélo électrique avec des carrioles et ils collecteront tous les points, les corbeilles, etc. via ce type de dispositif qu'on vient d'acheter. Merci beaucoup. Il nous reste très peu de temps. Je termine juste sur les questions sur lesquelles on avait oublié de répondre. Alors, le Pullman, j'ai dit qu'on regardait, parce qu'à vrai dire, comme certains hôtels abritent des athlètes ou la famille olympique, je n'ai pas de certitude pour le parking, mais on va vérifier le point et revenir vers la mairie. Et pour la question de monsieur qui expliquait qu'il avait un parking à proximité de son domicile, mais pas à la même adresse, pour moi, il n'y a pas de difficulté. Vous avez un justificatif de domicile, vous aurez aussi un moyen de prouver que vous avez une place de parking à tel endroit. Donc, vous pourrez accéder, garer votre véhicule et rejoindre votre domicile ensuite. Merci beaucoup pour vos interventions. Merci à tous pour votre présence et rendez-vous le 14 mai pour ceux qui pourront venir.